Il y a cette deadline au niveau du paiement, si c'est pas respecté, et bah ça va pas le faire. Non, on ne fait pas confiance aux clients, comme les clients n'ont pas à nous faire confiance à 100%. La relation toxique s'installe. On a peur de demander les sous, je pense, de perdre un client qu'on a déjà en fait. Il y a des gens, ils se disent j'ai envie de faire du freelance, mais quand ils vont se rendre compte de la réalité, en fait c'est pas du tout fait pour eux. Viens, on va faire un projet, allez, là t'es avec nous, ok, je le mets là, je le mets ici le billet, tu codes, on regarde si ça marche et après tu peux le prendre. Moi, le plus gros budget pour être très transparent, c'était de 30 000 €. Waouh, le truc de malade. Il s'est engueulé avec le mec et tout, c'est parti assez loin en fait. Et mon gars, erreur, l'erreur. Salut à toi Graven. Salut Billy, comment ça va? Ça va très bien. Je te remercie de passer sur la vidéo pour ma chaîne YouTube, c'est sympa. Bah écoute Graven, je t'invite à te présenter. Alors du coup moi je suis Graven, mon prénom c'est Lorenzo, j'ai 24 ans et je suis développeur mobile en freelance depuis maintenant plusieurs années, 4-5 ans. À côté, je fais des vidéos sur YouTube sous la chaîne Graven Développement où j'apprends les bases de la programmation notamment. Et sinon, à côté de ça, je suis aussi formateur dans une école de dev sur Paris, donc à La Défense. Et c'est à peu près tout ce que je fais aujourd'hui. Ça fait quand même beaucoup d'activités. Donc voilà, mon but dans la vie, c'est de partager un maximum de choses avec les gens. Dès que j'apprends quelque chose sur le dev, de pouvoir l'expliquer, le partager, je trouve que c'est sympa. Donc c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Super. Bah écoute Graven, j'ai une petite question à te poser. Dis-moi. D'où te vient le nom de Graven? Alors, c'est une histoire un peu nulle, mais moi, à la base, mon pseudo, c'était Gravenilvec, que j'ai simplifié en Graven parce que les gens, c'était beaucoup trop long pour le dire, le nommer. Donc, ça vient de l'époque où je jouais à Minecraft et c'est le compte d'un ami qui m'a donné, en fait. Et ça s'est tiré de jeux vidéo, un petit peu League of Legends, etc. C'est pas moi qui ai choisi mon pseudo. Au moment où il m'a passé le compte d'un de ses amis, que j'ai adopté ce pseudo et qu'aujourd'hui je m'en sers et je l'ai pas changé tout simplement parce que par habitude les gens m'ont appelé Graven au fur et à mesure des années. Et du coup, t'as commencé le dev il y a longtemps, on dirait. J'ai commencé le dev en 2013, donc à l'âge de 14 ans à peu près. Au départ, c'était vraiment par curiosité parce que j'aimais déjà un petit peu l'univers informatique. Comme je jouais beaucoup à Minecraft, l'idée c'était d'apprendre à créer mes propres plugins. Donc il y avait cette curiosité par rapport à comment on pouvait venir modifier un petit peu le jeu que je trouvais intéressante. Donc j'ai commencé à regarder des vidéos en anglais, essayer de reproduire la même chose. Et finalement, ça m'a emmené à apprendre le Java. Puis après, j'ai vu, on peut faire des sites web. Voilà, donc c'est un peu cette curiosité qui, au fur et à mesure, m'a fait découvrir la programmation en partant juste d'un ou deux langages et en venant étendre à après des trucs plus techniques jusqu'à arriver aujourd'hui sur des notions, on va dire, professionnalisantes. C'est plus juste, on s'amuse un petit peu avec le code, mais vraiment aujourd'hui, je peux créer des projets pour des clients ou pour partager ça à la communauté. Qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à faire du développement en freelance? Alors, moi, j'ai fait un cursus technologique. Donc, j'ai fait un BTS sur 2 ans avec l'option SEO, donc système informatique aux organisations. Option SLAM, donc c'est du dev en fait. Donc, pendant 2 ans, j'étais en alternance à côté de mes études. Je faisais 2 semaines en entreprise et 2 semaines en cours. Donc, c'était intéressant parce que ça m'a permis justement de développer tout l'aspect que j'ai appris chez moi dans un milieu professionnalisant. Donc, c'est là où on commence vraiment à mettre en pratique tout ce qui a été vu au fur et à mesure des années. Bon, au bout de 2 ans en entreprise, j'ai commencé un peu à me lasser du milieu où voilà, il y a tout un cadre, on n'avance pas sur ses projets mais sur un projet d'une personne ou d'une équipe. Et au bout d'un moment, il y avait un petit peu un lassement de quelque chose qui commençait à devenir redondant au niveau, voilà, on se lève pour développer le même projet pendant des mois. Et je trouvais ça un petit peu dommage parce que à côté, j'avais déjà ma chaîne YouTube et je voulais commencer à continuer à développer tout ça, également créer des projets pour des clients. Le profil freelance, je l'ai créé en 2019. J'ai commencé par créer ce profil du coup parce que j'avais ma chaîne YouTube qui commençait à générer des revenus, donc il me fallait une structure pour pouvoir déjà être micro-entrepreneur, enfin auto-entrepreneur avant. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des personnes qui m'ont contacté. Tu peux me faire un site. Tu peux me faire une appli mobile. Donc au début, plutôt pour de la création de projet.
un petit peu plus récemment pour du consulting, donc sur un projet existant, apporter une part d'optimisation, de refactorisation, également apporter une certaine expertise. Donc c'est un peu plus ce que je fais maintenant, on est moins dans la production mais plus dans l'accompagnement et la formation. Et donc aujourd'hui c'est venu en complément de mon activité de créateur de contenu, donc avec des missions par-ci par-là. Je t'avoue que j'accepte pas toutes les missions parce que il y a aujourd'hui des critères et des expériences qui ont fait justement que aujourd'hui je suis beaucoup plus sélectif par rapport à ce que on peut me proposer. Tu dois en avoir des tonnes, je pense, d'émissions, des propositions, du moins. Oui, pas mal, parce que du coup, le fait d'avoir une chaîne YouTube et de proposer du contenu, par exemple, sur les réseaux, TikTok, Instagram et tout, ça t'apporte une vitrine comme tu pourrais avoir un CV, sauf que là, le CV, il est mis devant beaucoup de monde, ce qui fait que le fait de faire une vidéo sur un sujet, ça te rend plutôt légitime pour les gens. Ils vont se dire, il a fait une série là sur le langage Python, ce serait sympa. Moi, j'ai un script à faire. Pourquoi pas le contacter pour essayer de faire mon projet que j'essaye de faire dans mon coin. Il y a aussi des gens qui créent avec les tutos, qui essayent de faire quelque chose. Et après, ils sont dans un milieu d'entreprise et ils ont envie d'aller plus loin. Donc le tuto va pas leur suffire. Et là, ils ont besoin d'aller plus loin techniquement. Donc c'est là où je viens apporter une deuxième couche technique en fait par rapport à un projet que j'aurais pu déjà faire. Donc en général, voilà, c'est ce qui se passe. Mais ça part souvent de ma chaîne. Des gens qui me contactent par mail en disant voilà, on a vu ton travail sur YouTube, on aimerait bien travailler avec toi pour tel projet, telle application, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que je fais beaucoup plus de dev mobile que du dev web ou d'autres choses parce que c'est là où je m'amuse le plus. Et donc, forcément, le choix des clients va se faire par rapport à ça. Ouais, du coup, les amis, pourquoi je dis à Graven si je pense qu'il a des nombreuses propositions de missions, c'est tout simplement parce que Graven est le numéro 1, je crois, sur YouTube dans le milieu francophone, si je dis pas de bêtises. Francophone, peut-être pas, mais du coup, en France, en tout cas, pour vraiment ce qui est des vidéos techniques du dev, on va dire sous forme de tuto, au niveau abonné, je suis le premier, mais forcément il y a des chaînes qui vont faire du contenu un peu plus généraliste, qui eux vont aussi parler de dev, mais qui seront beaucoup plus grand public, qui sont bien au-dessus de moi là-dessus. Mais moi je construis mes vidéos exactement comme je le faisais quand j'avais 10 000 abonnés ou 100 000. Pour moi c'est la même chose, il y a rien qu'à changer là-dessus. J'essaye d'être au contact des gens sur mon Discord exactement comme je l'étais au début. Je sais que pour certains, le fait d'avoir plein d'abonnés, ça peut faire monter la tête et on voit beaucoup de personnes sur les réseaux se transformer, pas arriver à accepter ça. Mais moi, j'essaye de rester humble par rapport à tout ça et le fait justement de donner des cours à côté, ça permet aussi de remettre les pieds sur terre. Ouais, parce que c'est intéressant là ce que tu dis par rapport aux gars qui prennent peut-être un peu la grosse tête ou pas du tout. C'est juste qu'ils se sentent capables d'aller sur autre chose et au final, ils se rendent compte que pas forcément les gens n'apprécient pas forcément si tu changes de contenu du jour au lendemain, quoi. Et toi, je peux en témoigner, ça fait 5 ans que je dev et quand j'ai commencé, c'était vidéos qui étaient en top au niveau YouTube, quoi. Donc, j'ai vu évoluer quand même. Après, très honnêtement, j'ai plus du tout regardé tes vidéos parce que j'ai évolué tout simplement. J'ai évolué, évidemment. J'avais plus le besoin, entre grosses guillemets. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui considèrent ma chaîne comme une chaîne pour débutants parce que c'est ce qu'il y a en premier lieu, on va dire. Et beaucoup de gens ont commencé par ça. Mais cette image, les gens ont tendance à la garder. Moi, je montre des trucs pour les débutants parce que c'est là que je trouve qu'il y a le plus de ressources et d'éléments à apporter. Je pense que c'est les personnes qui débutent en programmation qui ont le plus besoin d'être accompagnées. De l'autre côté, forcément, au bout d'un moment, ils seront plus débutants et ils vont commencer à faire des projets en autonomie, etc. Et tant mieux. Moi, je suis pas là pour prendre les gens et les emmener au niveau expert. Ça n'a aucun intérêt pour moi. C'est juste de susciter l'intérêt aux gens pour le dev. Je dis pas qu'il faut que tout le monde soit dev, mais si par exemple, il y a des gens qui sont curieux et qui, avec mes vidéos, ont pu avoir des éléments qui leur a donné l'envie d'aller plus loin, et tant mieux. Après, aujourd'hui, moi, justement, je suis un peu bloqué du coup dans ce format. J'en discute avec d'autres créateurs. Le format tuto, c'est bien, mais aujourd'hui, c'est pas ce qui est mis en avant par rapport à l'algo. Et forcément, quelqu'un qui est plus avancé, ça va pas être très pertinent pour lui. C'est pas parce que quelqu'un fait des vidéos que pour les débutants qu'il est débutant derrière. Moi, à côté, je fais des trucs assez techniques. Je sais que en vidéo, ça n'aurait aucun sens de faire ça. Et moi, je me sentirais pas me forcer à faire ce genre de contenu juste pour faire plaisir à des personnes, alors que finalement, la vidéo ne sera pas vue. Il y a aussi cet aspect de
c'est bien de faire des vidéos pour se faire plaisir, mais aussi il faut que sur le long terme, il y ait quand même un retour sur investissement et que la vidéo soit un minimum regardée, parce que derrière, j'ai quand même des trucs à payer, hein. Aujourd'hui, cette chaîne me rapporte de l'argent, hein, depuis mes 18 ans. Donc, il faut que je fasse des choix, et ces choix, ils vont être par rapport à ce qu'on me demande, mais surtout par rapport à ce que j'ai envie de faire. Je me force plus comme avant à faire un tel rythme de vidéos par semaine. Aujourd'hui, je fais le contenu qui m'intéresse. Si ça plaît ou ça plaît pas, tant pis, mais au moins je l'aurais fait. Et je sais que cette vidéo que je viens de faire, peut-être que il y a quelqu'un dans 4 ans, il va la regarder et elle sera encore accessible. Donc après, la difficulté quand tu fais une vidéo, c'est que quand t'as fait une erreur ou un truc, il faut savoir le corriger. Il y a des chaînes qui peuvent le faire. Malheureusement, moi, j'ai pas l'option de pouvoir réuploader une vidéo par-dessus ou de refaire un montage. Donc ça, c'est un peu bloquant, le format vidéo par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye plein de formats, des petites vidéos TikTok pour aller à l'essentiel et pouvoir travailler d'autres notions, le format live où justement on peut débattre avec des gens de sujets plus techniques que j'aurais pas fait en vidéo, et encore plein d'autres trucs aujourd'hui. T'as un public, du coup tu dois faire des vidéos en fonction du public que tu vises. T'as très bien fait de garder ce cap-là. J'ai tendance à écouter un petit peu ce qui se passe dans mes commentaires, tu vois, et tu as de nombreux cas, de nombreuses personnes qui te sortent si tu fais que des tutos débutants, c'est que t'es débutant, exactement comme ce que tu dis, tu vois. Ils ont pas le point de vue d'un créateur. Si la personne, elle voit que je fais que des tutos sur les variables et conditions, elle pense que je sais faire que ça. Alors que de l'autre côté, je donne cours après le bac+5, et je fais aussi du consulting dans des grosses entreprises pour pouvoir optimiser et refactoriser certains trucs de code, faire même des fois du management, de la formation d'entreprise. Donc c'est des trucs que les gens peuvent pas penser à première vue quand ils regardent mes vidéos. Je montre ce que j'ai envie de montrer. Donc forcément, les gens ont juste ce point de vue. Mais il faut essayer de prendre du recul quand vous regardez une chaîne, et pas prendre ça pour acquis. En tout cas, Graven, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est un peu en partie grâce à toi, peut-être que j'ai commencé le dev aussi, parce que évidemment, comme tous les autres débutants, j'ai mis tout simplement comment créer un site web, HTML, CSS, JS, et je suis tombé directement sur ta vidéo il y a 5 ans de ça. C'était en 2018, si je dis pas de bêtises. 2018, j'ai commencé. 2019, j'ai eu des petits cours, si je peux appeler ça des cours, avec mon cousin. Je suis tombé sur tes vidéos et ça m'a permis d'être dans le concret et de voir un petit peu comment ça se passe. Évidemment, à l'époque, tu avais pratiquement que des contenus anglophones. Du coup, c'était un peu galère pour moi à l'époque pour suivre un tuto en entier en anglais. Donc, encore merci à toi, Graven, de participer à cette communauté de dev naissante. Comme tu l'as dit, vu que tu as un public qui est quand même ciblé débutant, même si tu es très, très expérimenté. Et c'est en partie grâce à toi que plein de devs en France, je pense, peuvent commencer et peuvent avoir une sorte de petit soutien, notamment avec les tutos. Une problématique autour des tutos que je suis le premier à défendre aussi, et toi aussi, le tutoriel L. Mais quand il faut commencer, il faut commencer par quelque chose. Et moi, les tutos, je trouve ça très bien, très honnêtement, parce que j'ai commencé comme ça et parce que je fais toujours ça, tu vois. Je n'ai presque jamais été dans le tutoriel L parce que j'aime faire les choses concrètement, tu vois. Limite, j'ai même pas fini la première minute de la vidéo, je suis en train déjà de coder autre chose. C'est la curiosité en fait qui vient faire la différence par rapport à ça. Personnes qui vont s'enfermer dans la boucle des tutos. D'ailleurs, il y a une très bonne conférence de Graphicart qui est sortie il y a quelques semaines là-dessus. Forcément, c'est des gens qui vont attendre que moi je sorte l'épisode 47 de Apprendre le Python pour se lancer. Mais en fait, non, il faut se lancer par soi-même. La technologie aujourd'hui évolue tellement vite qu'une personne qui va être dépendante de vidéos, dépendant d'une suite de cours ou même juste d'attendre le prochain cours pour se lancer, je trouve que c'est une perte du temps. Aujourd'hui, tout évolue tellement vite. Donc, si vraiment c'est quelque chose qui te passionne, autant aller chercher par toi-même les informations. Oui, on va faire des erreurs. Oui, il y aura peut-être du code qui est pas bon, mais justement, vaut mieux faire du code pas bon au départ. Ça va nous permettre de grandir techniquement parce qu'on saura pourquoi on a fait du code de merde. Alors quelqu'un qui directement te restreint à ses pratiques et qui ne t'explique pas pourquoi il faut pas faire ça, ok, ce sera un super dev bien précis, bien rigoureux, mais il pourra pas expliquer pourquoi il fait ça et pas autrement. C'est important aussi de prendre du recul par rapport à ça, et je pense que moi, en tout cas, quand je donne une formation, je vais d'abord expliquer comment on fait le code pour que ça marche, et ensuite on va réitérer dessus justement pour voir comment simplifier, comment peut-être optimiser un petit peu. Bien évidemment, ça reste très léger sur des formations pour les débutants. Je pense que c'est quand même nécessaire d'apporter ces deux valeurs. Un tuto, ça doit pas être vu comme une suite d'étapes. C'est pas une procédure, parce que sinon, autant demander à ChatGPT, il te génère le truc et voilà, bon, t'as ton code, t'es content, ça marche, super. Et encore, si tu l'as créé par toi-même, t'as développé des compétences et tu as appris des petites briques de notions que t'es capable maintenant d'assembler. Et si t'es capable de les assembler, tu serais capable de recréer un autre projet à côté. T'as pas appris une procédure pour faire ce projet,
tu as appris plein de petites notions que tu vas pouvoir emboîter pour pouvoir faire ton ou tes projets. C'est ça la différence. C'est comme ça que moi j'ai beaucoup appris. J'ai regardé pas mal de tutos en anglais à l'époque et justement, avec la curiosité, t'essayes de modifier un truc. Ah tiens, il a fait comme ça. Est-ce que ça marche si je rajoute une virgule avec cet argument? Ah, on peut faire ça. Et du coup, c'est vraiment la curiosité qui s'étend pour justement créer un auto-apprentissage qui est fort et à forte valeur en fait. Exactement. J'étais dans cette même optique-là. Je regarde le tuto, mais j'essaie quand même de voir de mon point de vue à moi comment je peux faire la chose, tu vois, même avant de regarder le tuto. Du coup, je voulais rebondir sur un petit point. Tu nous as parlé un petit peu du tutoriel L, et maintenant, je dirais qu'il y a le ChatGPT L. C'est les tutoriels en pire, où là, le code est généré totalement automatiquement par rapport à ce que tu lui dis comme problème. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que tu penses de l'IA, Graven? Quand j'ai commencé, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes justement qui, on l'a tous fait, recopier simplement des tutos. C'était déjà un premier problème. Donc on était déjà sur un niveau 1, on va dire, de flemme. Là, depuis que justement il y a toutes ces IA, on est passé sur un niveau 2 de flemme. Donc là, les débutants vont même plus faire l'effort d'aller apprendre chaque petit bout de code. Ils veulent juste le résultat et ils l'ont. Mais le problème, c'est que la manière dont tu vas parler à ces IA, ce qu'on appelle les prompts, ça prend aussi. Peut-être que tu vas passer plus de temps à apprendre comment formuler ta question que de le faire toi-même. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Moi, par exemple, à titre personnel, si on prend l'exemple de ChatGPT, moi je m'en sers pour 2 ou 3 situations bien précises. La première situation, c'est lorsque je donne une formation ou que je crée un tuto ou un cours, je vais mettre le sommaire de mon contenu pour voir si peut-être j'ai pas oublié des notions. Donc je vais mettre voilà, bonjour ChatGPT, voici mon cours, est-ce qu'il y a des trucs que je peux mettre en plus? Parce qu'il y a peut-être des choses que j'aurais pas pensé. Donc là, l'IA va être très fort pour venir compléter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est voilà, j'ai fait un code, mais je trouve que on peut faire mieux. On peut simplifier, on peut refactoriser. Du coup, je vais lui donner un petit bout de code, peut-être des fois c'est 10-20 lignes, et je vais lui dire essaye de me simplifier ça. Parfois, ça va faire de la merde, parfois ça va te faire un code 10 fois plus long et incompréhensible, et parfois ça peut donner des petites idées, des petites pistes. Donc aujourd'hui, faut plus utiliser l'IA comme un assistant, vraiment comme un outil en plus, comme on pourrait très bien aller sur Stack Overflow, aller sur Figma pour créer une petite maquette ou autre. C'est un petit outil où tu y vas de temps en temps pour venir compléter quelque chose. Mais ça doit pas être ton espace, ton outil de travail principal. Si c'est ton outil de travail principal, c'est que ce que tu fais n'a pas de forte valeur ajoutée. Donc il y a toutes les questions par rapport au remplacement des devs, machin. À l'heure actuelle, dans l'état des choses, ce genre d'IA n'est capable de créer qu'un seul fichier à la fois, ou s'il en crée plusieurs, il va avoir du mal à les rattacher. Et après, même s'il arrive à les rattacher, il faut que la personne qui a mis ce prompt, qui récupère tous ces petits bouts de code, soit capable de les assembler. Parce qu'aujourd'hui, ça te génère pas le code avec un fichier zip et tu le mets et c'est bon. Tu dois quand même avoir quelques connaissances techniques pour pouvoir t'en servir de ce qu'il te donne. Donc c'est des connaissances pour écrire les bons prompts et aussi des connaissances techniques pour pouvoir se servir de ces bouts de code et réussir à les assembler. Pourquoi pas les débugger. S'il y a une base de données, ChatGPT va pas te générer la base de données pour toi, il va t'expliquer comment faire, mais ce sera à toi de le faire. Donc on est encore dans vraiment l'assistant. On n'est pas dans le truc qui te fait tout de A à Z, en mode tu lances le bouton et ça y est, tu vois sur ton ordi les trucs se créer, il va créer le Docker tout seul, machin. On n'en est pas encore là. Même si on arrive à ce niveau-là, il y aura toujours besoin de dev pour développer ces IA dans un premier temps, et aussi il y aura besoin de dev pour venir expliquer toutes ces notions. Parce qu'on va arriver sur le métier du dev où on était juste les petits exécutants qui venaient écrire du code, à un métier qui va être beaucoup plus intellectuel puisqu'on a délégué la charge mentale qui était dédiée à vraiment l'écriture du code pur et dur. Écrire un code, c'est pas compliqué. Par contre, réfléchir comment on construit ce code, ça, c'est un métier à part. Donc, écrire le code, ChatGPT peut le faire. Penser à la manière dont on va pouvoir préparer un projet. Cette anticipation, elle peut être faite, mais pas encore de manière assez précise pour que ce soit utilisé dans le milieu professionnel, je trouve. Super, très très bonne réflexion sur l'IA. Tu connais Harry JMG? Tout à fait. Il a fait une vidéo la dernière fois sur GPT Engineer, le chat GPT ultime pour te créer ton code et pour créer notamment un projet entier. Ça fonctionne, mais évidemment, quand tu pars dans des choses assez complexes, une vraie application, ça coince. Il explique bien dans sa vidéo, au bout d'un moment, tu passes des heures et des heures et des heures à faire du prompting, quoi. Tout simplement, donner des ordres à ChatGPT. C'est ça. Le problème avec ça, il le dit très bien, au bout d'un moment, autant apprendre à coder, quoi. Autant apprendre à coder. Si c'est pour passer autant de temps que ça, pour régler le problème que ton robot, il a pu créer automatiquement, c'est bien qu'il crée ton code automatiquement, mais si le code est tout pété et que tu dois passer par derrière, autant apprendre par toi-même. Et là, au moins, tu vas, comme tu l'as dit, te faire assister pour avoir les informations peut-être en amont et même après, mais ça sera toi de gérer le projet entièrement. Ce sera plus ton assistant, ce sera toi qui sera assisté. Pour te donner un petit peu mon
avis. Après, on va passer sur la vraie question. Par rapport à l'IA, une seule phrase suffira pour te donner mon avis. L'IA, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et grâce à ça, je pense qu'il y aura de plus en plus de projets qui vont popper à droite et à gauche. Là, notamment, on a vu il y a 2-3 mois avec l'API ChatGPT, il y a 15 millions de projets qui ont été créés. Du coup, il faudra de la main-d'œuvre pour gérer ça, tu vois. Il faudra des développeurs. C'est une dynamique intéressante. C'est vrai qu'il y a des postes de dev qui vont peut-être disparaître. Je sais pas, peut-être une bêtise, mais les intégrateurs, tu sais, les trucs où vraiment tu fais du code, là, il faudra plus une réflexion derrière. Et c'est sur ça qu'on va travailler dans le futur. Nous, les devs, ça sera plus sur la réflexion, sur la structure du projet que vraiment pondre du code. Parce que maintenant, pondre du code, ça se fait en 2 secondes avec un bon prompt, évidemment. Du coup, ça crée une dynamique incroyable où tu auras plus de facilité pour le développement d'un projet. Du coup, il y aura plus de porteurs de projets, plus d'entrepreneurs qui vont créer des projets. Plus tu as des projets, plus on a besoin de développeurs pour les maintenir et pour les créer. Finalement, c'est tout bénef, quoi. Les projets, justement, qui vont nécessiter ce genre de choses sont des projets, justement, qui vont utiliser l'IA comme un assistant et qui vont peut-être réussir, grâce à ça, à libérer des postes sur des tâches répétitives pour des tâches, du coup, comme tu disais, un peu plus intellectuelles et plus dans la structuration d'un projet. Il y a différents types de boîtes, je pense que tu as vu aussi dans ta carrière, où tu te dis, même s'il y a le meilleur robot pour les aider, ils vont pas s'en servir correctement et ils vont pas faire grand chose avec. Je pense notamment aux startups. Souvent, les startups, ils ont besoin d'un lead, d'un CTO qui est vraiment costaud sur tous les aspects, que ce soit du dev, que ce soit du DevOps, etc. Du coup, je pense très difficilement dans l'avenir et même dans le futur lointain que ça va remplacer entièrement tous ces métiers-là. Mais c'est sûr que, comme tu le dis encore, les métiers où on va pondre du code et on a fini notre journée, ça sera peut-être de l'histoire ancienne, mais on le sait pas encore. Surtout que les gens font une focalisation sur le code, mais coder, c'est pas le truc le plus amusant du monde. Construire quelque chose qui est amusant, c'est résoudre les problèmes, essayer de faire évoluer son produit, c'est là où justement c'est intéressant. Le code, c'est juste un outil qui permet de le faire, mais on pourrait très bien faire ça avec du no-code ou autre chose, ça poserait pas de souci. Écrire des mots anglais dans un écran noir, tout le monde peut le faire. Mais par contre, réfléchir de la meilleure manière de comment adapter ça aux besoins de nos clients et numériser une idée du monde réel pour la rendre possible dans une application ou un site web, par exemple, ça a de réels enjeux et justement, il y aura toujours besoin de créer des applications et des sites web et d'autres trucs. Peut-être qu'il y aura même d'autres supports qu'on connaît pas encore aujourd'hui qui vont apparaître. Il faut que les devs restent, notamment les juniors, restent curieux et curieuses par rapport à tout ça, parce que si ils se ferment dans, alors moi c'est bon, je sais faire, allez, du PHP, comme ça je te lance le mot, je sais faire du PHP, c'est bon, j'apprends rien d'autre, pas besoin de savoir faire du UI, j'ai pas besoin de savoir faire la gestion de projet, moi c'est bon, tant que j'écris mon PHP, tout va bien, je suis productif, je sais quoi faire. Mais non, aujourd'hui, on cherche pas juste des exécutants, on cherche des personnes qui sont capables d'être autonomes pour créer un projet de A à Z, pas qu'en freelance, mais aussi dans les boîtes. Moi, quand j'étais en alternance, j'étais obligé de communiquer avec l'équipe produit, avec l'équipe design, avec l'équipe back-end. Si t'as pas quelques petites connaissances et quelques jargons techniques et que t'as pas cette curiosité d'aller en fait, tu peux pas communiquer avec ces équipes. Donc chacun va être dans son pôle. Moi, je fais que du Figma. Moi, je fais que des PDF avec de la doc et personne communique. Et là, il peut pas y avoir un avancement du projet. Donc c'est bien d'être curieux, pas que sur le dev, mais aussi tout ce qui s'en rattache. Et on va faire, en apprenant ça, des devs complets. Moi, ce que j'aimerais dire aussi, et c'est ce que je dis à chaque fois dans mes lives, le gars qui vient me dire que ChatGPT ou peu importe l'IA viendra remplacer les développeurs, je pense que c'est des gars qui n'ont jamais vu un vrai projet, un vrai gros projet, tu vois. Parce que un vrai projet, waouh, c'est très très complexe. Imaginons que on a GPT 6 ou 7, tu lui dis crée-moi une app de cuisine et qui te le fait super bien et tout. Ok, imaginons ça te génère le code, ça te génère même une application React avec tous les fichiers, super. Mais maintenant, ce code, il va falloir faire évoluer. Donc ça veut dire que tu vas devoir refaire des prompts pour régénérer tout le code ou juste régénérer un bout de code. C'est quand même du temps perdu parce que à côté, ok, tu auras généré le projet, tu pourras le modifier, mais tu n'auras pas été l'auteur du code et tu vas devoir en fait plus apprendre comment ChatGPT a écrit le code et comment il a réfléchi pour pouvoir toi t'y adapter que de faire un code et que c'est ChatGPT qui s'adapte à toi ce que tu as écrit. Donc ça, c'est important aussi de pas mettre le point dans le mauvais côté. Même si un jour on arrive à générer des projets complets, il va falloir se les approprier et pour se les approprier, il faudrait que ChatGPT derrière génère une doc, génère des schémas pour expliquer comment il l'a fait. Ça va au-delà de juste des bouts de code qu'on assemble. Ça va bien au-delà et peut-être que ce qui va être généré encore une fois ne marchera pas du premier coup et qu'il faudra repasser dessus. Ça, c'est aussi quelque chose de possible. Quelque chose qui marche aujourd'hui, peut-être que demain l'API elle a changé de endpoint. Si le truc est pas connecté à internet en permanence
permanence, tu auras du code, oui, mais il ne fonctionnera pas. Donc, il faudra vraiment que ChatGPT soit synchronisé au code en temps réel pour que le projet soit actualisé sur tous ces aspects. On passe encore un niveau au-dessus. Déjà, il faut savoir comment fonctionne une IA. Je pense que tu vois à peu près. On n'est pas ingénieur non plus chez OpenAI. Peut-être toi, je sais pas. Peut-être tu m'as caché quelque chose. Quand tu comprends comment fonctionne une IA, tu te dis, l'IA, elle est très compétente. Elle peut te générer plein de choses. Un truc très sérieux et très costaud pour ton projet actuel, mais un projet qui a déjà été réalisé. Parce qu'évidemment, l'IA va piocher des informations pour te générer du code dans une base de données que elle a générée grâce à la data qui est déjà existante. Mais dès le moment où tu commences à faire un truc qui sort un peu de l'ordinaire, et c'est ça la vie, hein, tu avances, et plus tu avances, plus tu as de la technologie qui arrive, plus tu t'adaptes à cette technologie-là, et plus tu vas plus loin dans les idées. Plus tu vas loin dans l'idée, moins l'IA te suit derrière. Parce qu'il faudra attendre qu'elle capte la data de ce genre de projet-là pour pouvoir t'aider au mieux, tu vois. Du coup, finalement, si demain je lance un concept, un projet vraiment révolutionnaire où c'est pas vu encore, l'IA ne pourra pas m'aider. Parce que l'IA n'a pas vu de projet similaire dans sa base de données, tu vois. Et même si elle peut t'aider, elle va te fournir une base justement de quelque chose qui existera déjà. La plus-value que tu vas vouloir ajouter, si toi t'as pas les connaissances techniques de les décrire, tu pourras pas créer cette idée. Soit aujourd'hui t'as des connaissances techniques, soit t'es capable de faire des beaux prompts, mais justement on perd un petit peu de l'aspect technique derrière parce que on va être dépendant de la base de données qu'il y a derrière ChatGPT. S'il y a pas assez de ressources par rapport à ce prompt-là, et on va avoir un code qui est temporairement correct, mais pas un code qui permettrait d'aller beaucoup plus loin. Tu me diras si je me trompe ou si tu as déjà eu des cas similaires. Dans toutes les entreprises où j'ai été, depuis que ChatGPT existe, ChatGPT est banni. Mais la raison, c'est tout simplement parce que c'est une fucking trappe à données. Et les données, tu sais pas du tout ce qu'ils en font. Évidemment, ils le mettent dans leur base de données, mais peut-être pas. Et c'est surtout quand c'est des milieux à risque, comme la banque. Tu sais, j'étais travaillé dans une banque. Jamais de la vie, tu utilises un produit qui est extérieur à la banque. Évidemment, si c'est pas autorisé par le big boss, tu vois. ChatGPT, mais ça dégageait à peine que ça a été créé, c'était dégagé dans les entreprises où j'ai été, tout du moins. Moi, je suis plus du genre à me dire, faut former les gens à ce genre de nouveaux outils parce que on peut pas, c'est indéniable qu'aujourd'hui, ça fait partie du paysage technique français, mondial même. De l'autre côté, il faut que les gens comprennent que c'est pas grave en soi d'avoir cet outil. Je sais qu'il y a l'école dans laquelle je travaille, ils le laissent, mais la même école, par exemple, dans une autre ville, ils l'ont interdit pour les étudiants. Brider ce genre de choses, ça va rien changer. Les gens pourront toujours mettre un VPN ou un truc, ça posera pas de souci. C'est plus, au lieu de restreindre les gens, il faut plus leur expliquer pourquoi c'est pas bien et peut-être la personne là qui mettrait tout son code avec les clés API, il faut peut-être juste lui donner les bonnes pratiques pour qu'elle donne pas toutes les informations. On peut les mettre avec des placeholders, on peut mettre des variables d'environnement, on peut mettre des trucs qui ne sont pas sensibles à la place parce que nous, ce qui nous intéresse dans le cas de si on veut un bout de code, c'est justement la syntaxe, le format, le contenu, on peut très bien rajouter après. Mais encore une fois, c'est un effort parce que la personne devra après connaître justement où aller modifier ces quelques informations. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, ça suffit pas juste de savoir écrire un prompt, il faut aussi savoir comment le résultat qui t'a été donné, tu peux te le réapproprier. C'est plus sensibiliser les gens que de les interdire. T'as interdit quelque chose à quelqu'un, il pourra quand même le faire. T'as interdit des gens d'aller sur le darknet, tu peux quand même y aller. Donc ça sert à rien en fait de restreindre, vaut mieux plutôt expliquer, trouver des solutions, donner des bonnes pratiques pour justement que on fasse de ces outils une force et pas justement un obstacle. Moi, ça me fait pas peur les IA aujourd'hui. En 10 ans, peut-être ce sera autre chose. Aujourd'hui, en tout cas, moi, je vois ça vraiment juste comme un outil en plus qu'on peut utiliser. Depuis ChatGPT, moi, dans tous mes projets, mais ça m'a ouvert l'esprit sur énormément de choses. J'ai pu coder mieux, de manière plus approfondie pour pouvoir créer des projets encore plus performants que je le faisais avant, tu vois. Donc, c'était tout bénef en vrai. Et après, ce que j'aime dire aussi, parce que j'ai des gars dans mon programme, ChatGPT, il faut l'utiliser aussi comme un professeur qui, si tu es en freelance ou même si tu es débutant dans le code, tu acceptes une mission. Par exemple, tu fais du JS, tu as du React qui tombe ou, je sais pas, tu as du CSS et tu as du SCSS qui tombe dans la mission. Si tu sais pas faire du SCSS, c'est pas grave. Tu acceptes la mission, puis tu vas essayer de voir avec ChatGPT comment faire, etc. Quand tu travailles de 8h à 18h, tu as encore du temps pour voir ça de ton côté, tu vois. Tu vas te documenter sur ChatGPT et compagnie et au bout d'un moment, tu vas t'en sortir dans ta mission. Je te cache pas que j'ai eu plein de missions aussi que ChatGPT m'a énormément aidé. Ou alors à consolider des bases que j'avais déjà. Faut pas que les gens aient peur d'utiliser ça, surtout les débutants et débutantes. Justement, faut leur faire comprendre que ça fait partie du job. Des élèves que j'ai en première année, ils ont peur
d'aller chercher. Dès qu'ils ont une question, ils préfèrent demander et ils ont peur d'essayer, ils ont peur qu'il y ait une erreur en rouge dans leur code. Ils se disent ah non, c'est pas bien. L'école a fait en sorte que c'est pas bien de faire des erreurs, mais en fait c'est comme ça qu'on apprend et ça fait partie de la formation d'apprendre à faire des trucs qui marchent pas et de savoir comment les résoudre en autonomie. Pour moi, c'est ça qui fait passer quelqu'un de dev junior à dev senior. C'est pas le nombre d'années, même si ça joue énormément, mais c'est cette autonomie à ok, t'as un bug, je serais capable de chercher un peu par moi-même. Ça nécessite pas forcément d'aide extérieure, mais si t'as besoin d'aide, tu peux demander. Mais dès que quelqu'un a besoin d'aide, il va demander, alors que là, c'est de manière plus ponctuelle et il sera capable d'aller fouiller sur telle ou telle documentation, tel ou tel site ou telle vidéo pour aller chercher le petit truc qui lui manque. Beaucoup plus rapidement qu'avant. J'ai une petite anecdote pour toi. Quand j'ai commencé le dev, mon cousin, c'était un peu mon professeur, mon mentor, mais j'aime vraiment l'appeler mon mentor parce que c'est lui qui m'a initié à ça et c'est lui qui m'a motivé, qui m'a dit que t'es capable de le faire, tu vois. Il m'a pas coaché en vrai. Et c'est ça la différence entre coaching et mentorat. C'est que le coaching, le gars, il est derrière toi tous les jours pour te faire passer à l'action. Alors que le mentorat, c'est vraiment tout l'aspect psychologique et tout l'aspect motivation sans forcément qu'il t'aide tous les jours à faire ça. Du coup, mon cousin Dimitri, lui, ce qu'il m'a dit quand j'ai commencé, tous les jours, tu sais, je lui posais des questions sur Facebook. Il me dit, Billy, le meilleur conseil, c'est de chercher la solution par toi-même. Au tout début, il m'aidait. Il me dit, oui, bah ça pour ça, tu fais ça, ça pour ça, tu fais ça. Déjà, à la base, c'est un développeur Java. Je lui posais des questions sur du JS, sur du PHP. Tu vois, c'est plus du tout d'actualité pour lui, en fait. Il fait du Java depuis extrêmement longtemps et du coup, ça l'embête de revenir à du PHP, machin. Sa meilleure punchline, pour ma part, c'est Billy, trouve la solution par toi-même. C'est vrai que si tu prends un coaching ou tu payes quelqu'un pour t'apprendre quelque chose et le gars il dit bon bah cherche par toi-même, tu te dis mais c'est un peu de l'arnaque en fait. Mais non, c'est tellement ça en vrai. C'est tellement vrai que quand t'es développeur, tu dois aller chercher la solution, quitte à passer par Stack Overflow, par Copilot, par ChatGPT. On s'en fiche. L'important c'est que tu fasses la démarche et que tu comprennes au final qu'est-ce que ChatGPT t'a mis dans les doigts quoi. Que tu décortiques le code, t'arrives non seulement à trouver la solution et très important, tu apprends à apprendre. Et malheureusement, j'ai l'impression que les IA tuent un peu ça parce que c'est trop rapide justement, trop rapide. Alors qu'avant, on cherchait 15 000 solutions, on testait 15 000 choses avant vraiment de trouver la solution sur Stack Overflow. C'était rarement par nous-mêmes, tu sais. Et dès qu'on avait trouvé, on avait essayé 15 000 autres façons de le faire. Donc, on avait vu plein de choses. Et on a compris pourquoi ça marchait, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qui marche pas dans notre situation bien précise. Peut-être que on a passé beaucoup plus de temps, mais ce temps qu'on a perdu, en fait, c'est du temps qu'on a gagné par rapport à des futures problématiques qu'on a au début. C'est vrai que quand on est débutante, au moindre problème, bah, on se tape une erreur, ça peut être décourageant et justement, chaque erreur, c'est un obstacle, alors que l'obstacle qu'on aura réussi à casser, bah, c'est un obstacle futur qu'on aura aussi réussi à casser parce que peut-être qu'on va retomber 3 mois après sur le même problème et on fait ah mais je me rappelle, il suffisait juste de faire ça et du coup à force de faire des projets, à force de se ramasser par terre et ben ça on l'apprend facilement et c'est pour ça que je trouve intéressant aussi le format où on explique. Le premier niveau c'est la théorie, il faut un peu de théorie pour comprendre les concepts et tout. Ça permet déjà d'apprendre une vingtaine de pourcents du code. Après il y a 30% de plus, c'est la pratique, c'est-à-dire que si tu veux arriver à un niveau qui soit bon, pratiquer, c'est important parce que c'est là où tu crées des projets et que tu vas mobiliser toutes les petites briques que tu as appris pour en faire quelque chose. Faire quelque chose de ses mains, c'est important dans le cas d'un projet dev. Et après, tu as le niveau au-dessus, c'est quand tu vas expliquer aux autres. Parce que si par exemple, il y a quelqu'un sur Discord qui te pose une question et que tu connais pas la réponse, tu vas faire l'effort d'aller chercher pour lui. Il aurait pu très bien aller chercher. Mais là, du coup, tu vas peut-être apprendre une nouvelle chose que tu vas devoir reformuler pour lui expliquer. Reformuler, ça demande de comprendre la chose. Et donc, si tous les jours, tu fais des vidéos et qu'il y a des gens qui te demandent de l'aide sur Discord et tout, peut-être que tu vas apprendre plein de trucs, plein de petits outils, plein de petits trucs de plein d'horizons différents. Et ça a une énorme valeur sur la connaissance technique. Parce que après ça, on peut s'en resservir peut-être dans d'autres langages. Peut-être qu'il y a quelqu'un au fur et à mesure d'une discussion qui va faire ah mais attends, je suis bloqué sur ça. Et toi, tu connais pas du tout le langage, mais t'as déjà aidé quelqu'un sur ça. Donc tu pourras le donner cette ressource. N'hésitez pas à aider les personnes autour de vous et accompagner aussi les personnes qui débutent. Les débutants ont des efforts à faire sur la formulation et comment ils se présentent et comment ils demandent l'aide. Ça, il y a un gros travail là-dessus. Mais de l'autre côté, les personnes plus avancées, arrêtez de faire un truc élitiste en mode on est que entre devs professionnels entre nous, pas de débutants, ils savent pas, ils sont pas autonomes, ils servent à rien. Il faut faire un effort des deux côtés. Rappelez-vous, quand vous étiez débutant, comment vous auriez aimé qu'on vous reçoive. Je vois pas ces développeurs d'une bonne manière
manière, en tout cas, eux, ils ont commencé pareil. Et eux, ils ont été contents d'avoir des gars qui ont été sympas avec eux pour leur montrer ce qu'il fallait faire. Même si une personne était un peu plus autonome et tout, on a tous au début demandé de l'aide à quelqu'un, essayé de trouver un problème, on perdait du temps là-dessus, ça nous énervait, donc on demandait de l'aide. Les débutants doivent faire l'effort d'y mettre la forme. Pas juste j'ai besoin d'aide. Par exemple, sur le Discord Coding Lab, ils ont une vidéo justement qui explique pour les débutants comment on fait pour demander de l'aide. Et ça, je trouve hyper pertinent. Il faudrait de même une vidéo pour les personnes un peu plus avancées qui puissent accueillir ces débutants de manière un peu plus agréable. Même si voilà, t'as pas envie d'expliquer des trucs, même si tu t'en fous des personnes qui débutent, juste le ton dans lequel tu vas répondre à ces personnes peut vraiment les blesser, les impacter. Moi, je me rappelle quand j'ai débuté, je me suis fait envoyer balader plusieurs fois par des personnes. J'aurais bien aimé que ces personnes-là juste m'aiguillent, me donnent un petit lien, une petite ressource, parce qu'au début, on va rarement chercher par soi-même. Si tu veux pas que la personne cherche pas par soi-même, envoie-lui une vidéo pour apprendre à chercher par soi-même. Peut-être que ça va l'aider par la suite. Mais voilà, on a tous commencé comme ça, donc faut arrêter de dire ah c'est bon, maintenant je suis dev, j'aide plus personne, j'ai pas besoin. On doit s'entraider là-dessus parce que c'est important pour la pérennité de l'écosystème, pour la pérennité aussi de la communauté. Je trouve qu'en France, on a une communauté dev un peu puriste, mais pas puriste dans le sens bonne pratique et tout, puriste dans le sens on va éclater du débutant parce que ils savent rien faire et de toute façon ils vont jamais apprendre à dev, ils veulent juste faire leur projet. Une fois qu'ils ont fini le projet, ils feront plus jamais de leur vie. C'est pas vrai. Il y a des gens, tu vas leur susciter l'intérêt une première fois et juste le fait que tu les as aidés, ils vont être redevables pour toi pendant des années parce que justement tu leur as donné la petite impulsion qui permette après que cette personne soit autonome. Les gars, on va créer la police des développeurs. Police nationale des développeurs. Sortez vos papiers. Super. Passons au vif du sujet, parce que comme tu le sais, pourquoi je t'ai contacté, c'était pas prévu tout ça, mais c'est sympa quand même. Et puis, comme tu l'auras compris, ça me permet aussi, moi de mon côté, de m'améliorer dans ce format-là, parce que c'est un format que j'aimerais creuser quand même. Toi aussi, de ton côté, si tu peux faire ça avec d'autres devs, tu sais, parce que c'est un format qui n'existe pas. J'ai l'impression en France. Moi, je l'avais fait avec 3 autres devs. J'avais fait avec donc il y avait moi, Benjamin Code, Machine Learnia et je crois que c'était Defend Intelligence. On avait fait un format A4 il y a quelques années, justement pour débattre de plein de sujets là comme on est en train de faire, que ce soit sur le métier de dev, sur l'écosystème, sur les actualités ou même sur l'aspect technique. Mais oui, c'est un format qui manque aujourd'hui parce que on est dans une communauté dev où on est un petit peu individualiste. Chacun fait son contenu dans son côté. On se dit ouais non, on peut pas faire de featuring, c'est pas possible. C'est pas pour nous en fait. On n'a pas le droit. Alors qu'en fait, on a tout à fait le droit de pouvoir échanger et partager ça. C'est un peu le syndrome sur certaines vidéos TikTok où tu vois deux personnes parler et tu te dis mais en fait ils sont peut-être pas légitimes de dire ça ou pourquoi ils parlent entre eux, nous qu'est-ce que ça va nous apporter. En fait justement c'est ça, c'est que peut-être que ces sujets ça va éveiller la curiosité de certaines personnes et ça va permettre de les aider. Et même moi en discutant avec toi ça va m'aider. C'est pas juste ouais regardez on est tous les deux on parle de dev et vous écoutez et regardez on est les maîtres du monde. Pas du tout. C'est on discute, on rencontre des problématiques. Peut-être qu'il y a des gens qui vont répondre en commentaire de cette vidéo avec peut-être d'autres affirmations. Donc ça crée une communication, ça crée de l'interaction et c'est ça qui fait grandir la communauté entière et pas juste du contenu que tu consommes comme ça. Faut pas rester consommateur de technologie. Faut essayer à un moment donné de passer à l'action, de aussi créer des choses, pas forcément des vidéos, mais aussi de proposer quelque chose pour la communauté française. Moi, ce que j'aime dire aussi, et c'est ce que j'ai dit à KeepDev, avant d'être développeur, je suis un humain avant tout. Du coup, si on fait quelque chose ensemble, c'est vrai qu'on va parler dev, etc. Mais on va parler comme des humains avant tout. On va discuter, on va se raconter un petit peu nos histoires, que ce soit dans le dev, que ce soit dans le freelance, que ce soit au CDI, que ce soit n'importe quel sujet, les vidéos TikTok, les vidéos YouTube, pour apporter quelque chose de plus au dev. C'est ce que tu disais. Nous, on est en France puriste dans le mauvais sens. On n'aime pas spécialement partager. Je vois souvent les francophones critiquer la France dans le sens où les Français qui habitent en France, du coup, sont très fermés à partager leurs idées, à partager leur expérience, etc. Alors que si t'es français, tu vas aux États-Unis. Si t'es français, tu vas dans n'importe quel pays, presque n'importe quel pays, hein, on s'entend. T'auras plus cette facilité à parler un peu de tout, tu vois, de tout et n'importe quoi. Après, t'en as, ils diront, ouais, c'est un peu de l'hypocrisie peut-être des fois, mais on s'en fiche en fait, tu vois. Ça apporte du neuf, ça apporte quelque chose de plus frais aux devs. Et comme tu le dis si bien, les gars sur TikTok ou sur YouTube, ils voient deux développeurs en train de parler, ça peut faire fuir les gens.
gens, tu vois. Ouais, ça m'intéresse pas trop, ou même si ça m'intéresse, voilà, c'est trop technique ou machin. Ce que fait Micode, ce que fait plein d'autres aussi, c'est très bien parce que ça apporte du nouveau et ça apporte un côté humain au développement, quoi. Et c'est ça un que j'aime. autre format qui les gens ils doivent consommer du format de différents types. Faut pas regarder que des tutos, faut pas regarder que des podcasts, faut pas regarder que de la doc. Faut essayer de regarder un petit peu tout et justement de se faire sa propre expérience à partir de ces ressources. Encore une fois, c'est des ressources, mais ça doit pas être juste du contenu que tu consommes comme ça. Si à la fin il y a une vraie idée, une vraie portée, bah justement c'est qu'on aura fait notre boulot de donner l'envie aux gens d'aller justement créer des choses. On va passer au vif du sujet. Comme tu le sais bien, Graven, en tant que développeur freelance qui plus est, je pense que tu as pas mal d'anecdotes à nous raconter en ce qui concerne la gestion de ton client, la gestion du projet, les galères que tu as rencontrées avec ce dit client. Peux-tu nous raconter, Graven, la pire histoire en tant que développeur web ou développeur mobile en freelance? Alors du coup, il y a eu plusieurs histoires sur différentes technos, différents types de projets, mais on va dire si je devais en citer une, ce serait sur un projet d'application mobile que j'avais à réaliser. Donc je vais pas citer de client ou quoi que ce soit, je vais vous donner juste le contexte. En général, ça commence toujours par la même chose. Une personne vous contacte par mail ou par les réseaux pour un projet et commencez à échanger avec lui si vous trouvez son approche intéressante. Voilà, il avait besoin d'une application mobile pour tel budget, tel deadline, etc. Mais en général, les personnes qui vous contactent comme ça, c'est rarement des techs, c'est des personnes qui ont une idée, qui veulent juste lancer quelque chose. Donc voilà, j'ai pris contact avec cette personne, j'ai commencé à réaliser avec elle un peu un plan, quelques maquettes et tout, pour essayer de voir où on allait les partir. Après, on a dit il fallait une dizaine de jours pour créer le projet, donc ça a été fait. Mais il commençait à y avoir des problèmes. Donc déjà, le premier problème, c'est que on avait calqué ça sur 10 jours et entre-temps, l'outil qu'on avait intégré a subi plusieurs mises à jour. Même après plusieurs jours de dev, les libs qu'on utilisait, ils avaient changé. C'était quelque chose de trop récent pour nous. Ensuite, deuxième problème, après il a fallu mettre en ligne cette appli sur les stores. Comme c'était la première fois que je le mettais sur les stores, il y avait toute la problématique de comment on fait. Ah, l'App Store, il faut payer. Ah oui, mais aussi quand t'envoies ton projet, il faut respecter certaines guidelines. Le fait d'apprendre des trucs sur le tas, déjà, ça crée un temps en plus qui n'était pas anticipé au départ. Donc les 10 jours se sont transformés en un mois, puis 2 mois, puis il y a eu les vacances, 3 mois, et donc on a réussi à livrer ce projet. Après, il y a eu toute la partie par rapport au paiement. Donc le paiement, on était convenu du coup sur une somme fixe, paiement en 2 fois. Et le problème, c'est que qui dit paiement en 2 fois dit au moins un acompte avant création. Donc ça, j'avais anticipé ça, mais pas forcément dans le discours. On était sur quelque chose de très à l'amiable, en mode j'ai envie de faire ça, tu peux me donner un coup de main et tout machin. Il y avait pas de truc fixé comme on pourrait l'avoir avec un devis bien clair. Il y avait un devis, mais c'était assez flou. Et le problème quand c'est flou, c'est que justement, on pourra jamais arriver à la recette du projet parce que entre temps, après les 3 mois, t'as mis ton appli, il y a peut-être un truc à changer. La personne de l'équipe, elle veut peut-être rajouter un truc, enlever un truc. Donc il y a plein de trucs qui n'ont pas été anticipés et qui ont fait que ça a rallongé le projet. Donc ça, c'est le premier problème. Un projet que j'avais estimé à 10 jours a pris 3-4 mois. Ensuite, il y avait la problématique du paiement. Évidemment, une personne vient te voir et te dit « Oh là, l'argent, c'est pas un problème. C'est pas un problème du tout. Première problème. Oui, évidemment, la personne avait déjà créé plein de projets avant. Pourquoi on s'inquiéterait? Oui, sauf que t'as payé la compte, c'est très bien, mais à un moment donné, faut payer le reste. J'ai livré le truc. Donc, on a perdu du temps avec des mini sous-acomptes pour essayer d'échelonner le paiement. Mais c'était pas un paiement en 4 fois ni en 5 fois. On était plus sur 7 ou 8 fois. Du coup, à chaque fois, je devais modifier le devis. Au départ, c'était 50%. Puis après, il restait 25 à payer. On va le diviser en 3 fois. 2 fois 12,5%, puis après il y a encore 10% à payer. Voilà, dans le devis, t'as 10 lignes avec les pourcentages d'acompte à chaque fois qui sont ajoutés. L'enfer. Donc, évidemment, après, c'était vraiment plus une problématique liée à mon expérience à moi vis-à-vis de ce client, parce qu'à chaque fois je prends un client, en général, on est sur un nouvel outil, on est sur un projet bien différent de ce que j'ai pu faire avant. Je choisis souvent les projets par rapport à ça, parce que j'ai pas envie de faire 5 fois le même site, 5 fois le même projet. Donc, j'essaie de varier le format
ce qu'on peut me demander, en suggérant et en questionnant aussi le client sur ah ouais, moi je pensais à faire ça comme ça, est-ce que vous trouvez ça pertinent et tout. Mais du coup, il y a eu plusieurs contraintes. Première contrainte, j'aurais dû mettre dès le départ un devis qui soit le plus clair, avec un vrai cahier des charges bien détaillé. Et dans un deuxième temps, par rapport au paiement, ne pas avoir peur, moi je suis quelqu'un trop gentil, ne pas avoir peur de dire voilà, il y a cette deadline au niveau du paiement, si c'est pas respecté, ça va pas le faire. Donc voilà, le fait d'être en freelance, parfois, quand on est trop gentil comme moi, ça peut poser des soucis parce que on se dit voilà, c'est un client, il nous fait confiance, on peut aussi lui faire confiance. Sauf que non, on ne fait pas confiance aux clients comme les clients n'ont pas à nous faire confiance à 100%. On doit tout faire pour les mettre en confiance, mais ils doivent aussi tout faire pour que ça se passe bien. Typiquement, sur d'autres types de problématiques que j'ai eues, donc ça c'était la principale, la plus fraîche, on va dire, dans ma tête, où 10 jours ont été transformés en 4-5 mois. Les autres projets, typiquement, c'était on perd du temps parce que le client m'envoie pas les ressources. Par pitié, quand vous travaillez avec un dev, si vous ne lui donnez pas les images, les ressources, les liens, le contenu, il ne peut pas avancer. Il va pas mettre des placeholders pendant 6 mois et vous livrer ça. Il va devoir, à un moment donné, mettre le contenu que vous lui donnez. Et parfois, on a besoin de ce contenu même pour maqueter, pour prototyper ce qu'on veut faire. Et là, à chaque fois, on perd du temps. Un projet qui devait durer 3 jours, il dure 2 semaines parce qu'on attend à chaque fois la réponse de la personne. Ah oui, mais désolé, j'étais en vacances. Ah, je regardais pas mes mails, machin. Non. Le client aussi a sa part de responsabilité là-dedans. Il doit vous envoyer les éléments le plus clair possible. S'il peut même vous envoyer la maquette fait par quelqu'un d'autre, c'est encore mieux parce que c'est du temps qu'on passe moins à se faire des réunions vides de contenu juste pour alimenter un pseudo-projet qui n'avance pas. Donc, plus il y a un travail de préparation, d'anticipation, mieux le projet avec le client sera clair et sera fluide. Voilà, ça c'était une de mes expériences, on va dire, récentes. Moi, j'ai quelques petites réflexions, questions. C'est souvent le cas des clients que j'appelle particuliers. Tu sais, même si c'est des entrepreneurs ou quoi que ce soit, ils ont un profil particulier parce que ils n'y connaissent absolument rien dans le développement, tu vois. C'est leur side project à côté. Ils veulent construire ce truc, mais c'est pas principal. Ils vont pas se donner à 200% dans le projet. Ils vont te laisser la main dans le cambouis et c'est à toi d'imaginer tout. Alors on peut se dire c'est super, j'ai carte blanche. Mais non, carte blanche, ça veut dire aussi créer des trucs qui ne lui plairont pas. Et donc si ça ne lui plaît pas, tu vas travailler pour rien. Tu vas faire des heures, tu vas peut-être faire 10 heures à faire un truc et finalement il va se dire mais moi je veux pas ça. Un autre client, j'ai passé une semaine à mettre en place tout un back-end avec Nest.js. Donc je me suis formé sur l'outil. Je voulais vraiment faire un back-end bien propre et tout. 3 jours après la livraison, il me fait mais comment on accède au Firebase? Ah, tu voulais Firebase? Mais ça m'aurait pris moins de temps. Ouais. Du coup, j'ai pris 4 jours à tout enlever, enlever tous les endpoints, les machins, j'ai mis Firebase, et finalement, c'était beaucoup mieux. Mais si on avait anticipé ça avant, il n'y aurait pas eu le souci. Donc, c'est des trucs qui s'anticipent. Et ça, malheureusement, le problème, c'est que on n'a pas de tableau pour anticiper ça, de tableau pour estimer les dates. On est obligé de faire un petit peu ça par rapport à chaque projet. Mais si c'est un premier projet d'un freelance, c'est très difficile d'estimer un temps et d'estimer la marge d'erreur. La marge d'erreur, ça doit être 20-30% de délai par rapport à la deadline. Si tu estimes un projet à 10 jours, il faut que tu dises la deadline à plus ou moins 14-15 jours pour essayer d'avoir une marge de sécurité s'il te manque des trucs, pour aller chercher de l'information, etc. Et là, même avec les 30%, je pouvais pas anticiper que App Store allait me prendre 20 jours avant d'accepter mon truc. Ça, je pouvais pas l'anticiper parce que c'était le premier truc que je mettais sur les stores comme projet appli mobile. Pour revenir là-dessus, souvent dans ce type de client-là que j'appelle particulier, c'est toi qui es le plus motivé à créer le projet. Je sais pas toi comment tu le vois, comment tu le ressens. Au début, t'as une grosse hype, et puis après, plus tu vois que le client il s'en fout, plus ta hype elle baisse, et plus du coup, ce qui devait durer 5 jours prend 10 jours, 15 jours, et plus ça s'échelonne sur le temps. Et c'est un peu comme avec les vidéos que je fais. Au début, pendant un jour, je vais écrire la vidéo, je vais être hyper hypé par le sujet, et plus j'en parle aux gens, plus ça s'estompe, et on perd cette hype, et des fois il y a des formats qui sortent même pas, parce que je me dis, finalement c'est pas pertinent pour les gens, alors que j'étais ultra hypé dès le départ. Mais c'est cette hype qui se perd. Des fois, faut juste aller à l'objectif, faut foncer dedans, et quitte à se viander, mais pas trop réfléchir. Je trouve qu'on perd beaucoup trop de temps à réfléchir. Comment on va faire ça? Est-ce que, mais attends, il faudrait peut-être que je demande à lui et tout. Non, essayez de créer de la merde dès le départ et vous allez vous manger les trucs dans la figure et la deuxième expérience sera mieux. Tu sais, quand tu acceptes un projet comme ça, tu deviens le développeur, tu deviens le coach en motivation, tu sais. Tu dois motiver ton client pour qu'il continue. Ça m'est arrivé pas mal de fois où le gars, il voulait abandonner, tu sais. Moi, j'avais bossé et tu sais, j'aime faire les choses bien quand même, hein. Je veux que le projet
projet voit le jour, que le projet se termine, tu vois, pour évidemment que je récupère aussi mon argent. Mais quitte à ne pas avoir mon argent, je préfère faire un truc fini. Et souvent, j'étais dans ces cas-là où j'étais le couteau suisse, le gars à tout faire, le gars qui va gérer limite les comptes du gars pour payer les différents trucs, les différents plugins, les différents sites à droite et à gauche. Ah ouais. Mais waouh, j'étais le coach en motivation, le gestionnaire de je ne sais quoi, le développeur, le DevOps, vraiment tout le package qu'un entrepreneur il a besoin en vrai. Malheureusement, quand tu débutes, tu tombes facilement dedans parce que l'appât du gain hein, et t'as envie de faire tes preuves aussi. Et c'est bien, tu vois, je trouve. C'est bien qu'il y a des gens comme ça, comme tu dis, où tu peux faire ce que t'as envie de faire entre guillemets, parce que le gars il a confiance en toi, il te donne le projet machin. Et puis lui, il sait pas du tout quoi faire. Mais la face cachée de cette carte-là, c'est comme tu l'as dit, le côté où le gars, il va potentiellement se démotiver parce que c'est son side project et toi, finalement, tu vas tout droit dans le mur et quand il y a des défauts de paiement ou des incompréhensions et pire, des disputes ou de la discorde, là, ça devient très, très complexe et la relation toxique, je dirais, entre client et développeur s'installe. Je parle de relation toxique parce que j'ai 2 cousins dans le dev. Francky, lui, il m'a donné une petite anecdote où un peu comme toi, il a fait une mission pendant très 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 longtemps, plus d'1 an je crois. Pendant plus d'1 an, il a eu des défauts de paiement. Du coup, le gars, il le relançait à chaque fois, encore et encore. Et plus il payait le gars, plus il avait des tâches à te donner, à faire. De toute façon, c'est pas compliqué. C'est soit un problème de paiement, des retards, ah non, ton paiement il est bien parti à l'équipe qui gère les facturations, faut que je la relance. Ils m'ont pas répondu. Elle est en congé pendant 1 mois, du coup il va falloir attendre le mois prochain. Donc soit des problèmes de paiement pour les freelances, soit des problèmes purement techniques, en mode App Store a mis 20 000 ans à accepter mon truc, alors que en fait ils avaient juste à m'envoyer un mail pour dire qu'est-ce qu'il fallait régler dans les guidelines. Soit sinon c'est un truc du style le mec qui te recontacte tous les matins pour tu peux me rajouter ça ou ça ou ça. Donc les 3, c'est vraiment, je pense, les 3 pires red flags quand t'es dans le projet. Tu peux pas les anticiper avant, mais justement plus en préalable tu vas discuter avec le client et mettre les idées au clair avec un cahier des charges, un cahier d'expression de besoin, ou même justement si t'as lancé un appel d'offres, moins tu vas perdre de temps et d'énergie pour ce genre de client. Parce que déjà, si tu mets en place un acompte, tous les clients qui vont pas être en adéquation avec ta mentalité qui est de je vais te fournir un travail, il va falloir me payer dès le départ parce que là je commence à mobiliser de l'énergie mentale pour ton projet, même si c'est que déjà des maquettes et des trucs, c'est déjà de l'énergie mentale. Ça déjà, ça va faire un assez gros balayage. Le deuxième balayage qui va se faire, c'est quand tu vois que la personne elle est incertaine de son propre projet. Si tu vois que déjà le mec n'a pas de maquette, a son idée un peu juste sur quelques slides, que c'est vide, que ce que elle peut t'apporter pour que toi tu crées la solution est vide, tu sais déjà que ça va pas être sérieux. Donc tu peux le laisser créer des trucs, tu peux le guider, lui dire un peu comme un coach, il me faudrait ça, et là je peux commencer. Mais des fois, oui, tu vas attendre du temps et finalement le projet peut être fait. À un moment donné, c'est gagnant-gagnant et on est dépendant de son client pour avancer. Si c'est pas lui qui nous donne les ressources, on peut mettre des trucs en patientant, mais à un moment donné, si on veut livrer le truc final, tant qu'il nous a pas donné les ressources, les images, les textes, on sera pas capable de livrer la solution finale. Et ça, les clients pensent que non, tu fais le truc magique, c'est toi qui vas inventer le contenu. Non, c'est pas le cas. Après, tu as différents types, c'est ce que je voulais faire une vidéo là-dessus, je vais la faire. Tu as 2 types de missions, mission forfait, mission régie. Et c'est vrai là qu'on parle plutôt des missions forfait parce que quand tu es en régie, tu vas directement dans une entreprise où eux, ils ont tout un pôle dev et là, tu es directement comme un salarié, tu vois. Du coup, tu n'as pas toutes ces notions extérieures au développement pur et dur à gérer. Mais tu te rajoutes un intermédiaire, c'est ça le problème. Tu t'assures la sécurité de c'est pas moi qui va consommer de l'énergie à trouver le client, mais de l'autre côté, tu vas avoir un intermédiaire pour le paiement qui va sûrement prendre des frais parce que justement il te hoste là-dessus. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans les 2 côtés, mais aujourd'hui, moi je fais un choix très très sélectif par rapport aux clients. Alors c'est aussi le fait que j'ai pas besoin de faire des missions freelance tout le temps parce que je donne des cours à côté. Quelqu'un qui serait à full time juste à prendre des missions de freelance, aujourd'hui c'est le parcours du combattant. Limite, faut qu'il fasse un Google Form qu'il donne au client avant la mission. En mode, tu fais un Google Form où il y a 80 pages et il doit compléter les 80 pages, sinon tu prends pas son truc. Moi, ce que je fais souvent quand j'ai un gars que je sens pas trop, tu sais, j'ai une sorte de template cahier des charges sous forme de mind map et je l'envoie. Tout simplement, mind map, qu'est-ce que tu veux faire, quel langage tu vois le mieux, parce que souvent les gars, ils ont des petites notions quand même. Et du coup, t'as toute une mind map à remplir. Et si tu vois que le gars, il a pris 10 jours à remplir ça, c'est déjà premier red flag. Mais en tout cas, j'aimerais venir pour le coup sur les red flags. Premièrement, comme tu l'as dit au départ, mais l'argent,
C'est pas un problème, Billy. C'est pas un problème, l'argent. Deuxième, qui suit un petit peu le premier, c'est le gars le plus riche du monde. C'est-à-dire le gars, moi, je fais 10 000 balles par mois. J'ai une société qui me rapporte 150 000 mensuels. Ma femme, elle gagne 20 000. Pas de souci pour l'argent, Billy. Troisième, discours de motivation. Là, c'est vraiment les gars les plus motivateurs de la Terre. Ouais, Billy, t'inquiète pas, le projet, on va faire des millions ensemble. Je peux t'apporter du réseau, Billy. Si tu me fais confiance, si tu travailles pour moi, waouh, j'ai 15 000 entrepreneurs. Regarde sur mon LinkedIn, je parle avec plein de gens. Payé en visibilité. C'est ça. Si tu bosses avec moi, la visibilité incroyable. Limite, le gars, c'est Bill Gates. Le produit révolutionnaire. Billy, le produit, mon stylo là, mon stylo fusée qui fait lance-flamme aussi. Truc révolutionnaire, si tu travailles là-dessus, t'es garanti d'avoir de l'argent dans le futur. Et typiquement, Billy, on va devenir riche. Quatrième point. Du coup, si le produit est tant révolutionnaire que ça et que le gars y croit, on peut faire un contrat à long terme. Je mets mes billes dedans en temps. Tu sais, j'ai déjà fait ça aussi avec des sociétés où j'investis mon temps. En fait, je suis peut-être pas payé là maintenant, mais on a des contrats ensemble qui dit que j'ai X parts dans le produit, dans le chiffre d'affaires, etc. Ça, c'est encore une autre douille. J'y viens après, mais tout du moins, tu peux faire ça. Et si c'est vraiment contractualisé, ça peut être sympa. Mais le gars, il s'engage pas là-dedans. Bizarrement. Pourquoi? Parce que son produit, c'est de la mer. C'est ton meilleur ami. Point 5. Ton best friend. Il te connaît depuis 2 minutes. Billy, waouh, t'es trop un gars sympa. Trop un gars sympa. Moi, je te sens très très bien. On va faire des trucs incroyables ensemble. Billy, je veux que tu bosses pour moi et on va révolutionner la terre entière. Tu vas être mon associé. Je veux dans mon équipe. Ouais. Sixième point. Une fois que tu as, par ta naïveté ou manque d'expérience, cru à toutes ces belles paroles, au moment où ton travail est fini, quand tu lui demandes de l'argent, ça devient la personne la plus pauvre du monde. C'est genre, il manque 500 balles pour clôturer le débat, pour clôturer le projet. Ah, merde. Histoire vraie, hein. Là, Billy, le problème, c'est que j'ai prêté ma carte bleue à mon fils. Mon fils, il est au Gabon. Là, ça sera compliqué. Pour te dépanner les 500 €, faudra quand même attendre un petit peu. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ça fait 15 000 ans qu'on est en train de te dire pour récupérer la thune et au bout d'un moment, tu ne verras plus jamais l'argent. Parce que oui, plus tu attends, plus tu t'énerves. Parce qu'il te doit de l'argent. C'est logique, tu vois, c'est humain. Plus tu t'énerves, plus tu risques de dire des conneries et de mettre fin et qui te bloque, limite. C'est ça. Exactement. En fait, tu dois rester ultra souriant et en même temps, vas-y, qu'on finisse ça, qu'on clôture le projet. Ouais. Entre temps, quand t'es super gentil aussi, tu vas te mettre un peu des bâtons dans les roues en mode, tu vas essayer de lancer une discussion pour parler de ce truc et en même temps, pour qu'il puisse répondre, tu vas lui glisser un truc. Ah, est-ce que ça marche ton truc? Tu veux pas que je t'ajoute ça et tout? J'ai vu qu'il y avait ça. Donc, tu vas essayer de discuter avec lui comme un ami pour pouvoir lui mettre la réalité en face. Parce que sinon, il te répondrait pas en temps normal si c'était juste financier. Il y a le syndrome de l'imposteur, mais aussi maintenant le syndrome du paiement qui finit jamais. Donc ça mériterait une vidéo dédiée, ça. En freelance, on a peur de demander les sous, je pense. Perdre un client qu'on a déjà, en fait. C'est le problème de tout le monde. Même mon cousin qui a 20 ans dans le milieu, il est sujet à ça aussi. Et pour ce que tu disais sur la gentillesse, le point noir d'un gars qui est trop gentil, c'est que tu crois que les autres, ils sont comme toi, en fait. Tu crois que les autres, ils sont exactement comme toi. Vu que toi, t'es gentil, tu comprends pas comment les gens peuvent être méchants avec toi, vu que t'es gentil avec eux. Bah gros lol, t'as des fils de flûte partout et sur tout ce qui tourne autour du business, c'est 3 fois pire. Point 7, est très gentil avec toi dès le départ, mais super méchant et rabaissant avec les autres. Genre le gars, il te connaît depuis 2 minutes, c'est le best friend, mais en même temps, j'ai eu cette problématique-là où notre cliente ne voulait plus payer. Elle voulait partir du programme, quoi. Et évidemment, sans payer le reste. Le gars, il m'a dit clairement, moi, vraiment Billy, hein, moi je te jure, si elle me paye pas, je vais chez elle, je défonce tout, machin, limite c'est le gars, le délinquant, tu sais. En fait, il est méchant avec les autres, il a une réflexion de méchant, tu vois, c'est con de faire ça. Mais avec toi, non. Avec toi, il est très gentil dès le départ. Mais par contre, il te fait des pistes de réflexion en disant, mais pourquoi il est gentil avec moi comme ça? Et avec les autres, c'est des gros FDP, quoi. Pour lui. Gros red flag. 8e red flag, très strict. Tu dois courir après lui pour tout document. Tu sais ce que tu disais, signature, etc., facture, devis, machin. Mais attention, quand lui te demande de faire quelque chose, il faut que ça soit fait dans la minute. Je pense que tu as déjà eu ce cas aussi. 8e point et demi, il commence à dénigrer ton travail. Là, c'est quand ça commence à battre de l'aile, tu sais. Il commence à dénigrer ton travail. Ouais, ok, c'est cool, super, mais j'aime pas trop ça. Faudrait quand même que tu changes ça, que tu fasses ça un peu mieux. J'ai vu ça ailleurs, c'est bien. Fais ça comme ça. Genre, c'est lui qui connaît maintenant le développement. 9e point, trouve
trouves tous les excuses du monde pour ne pas te payer. Comme je viens de t'expliquer, mon cousin est au Gabon, ma femme est en Canada, je peux pas te payer, j'ai un retard de paiement, ma banque, machin. Et 10e point, au moment où tu découvres la supercherie et que tu as l'impression que tu ne vas jamais te faire payer, eh ben c'est trop tard. Tu t'es fait baiser et le gars, il se casse. Les gars, très important, contractualisez absolument tout ce que vous faites. Contractualisez tout ce que vous faites, les gars. Que ce soit une modification de devis, il faut que ça soit traçable, il faut qu'il y ait des mails, il faut que tu imprimes tes documents, il faut qu'il y ait des signatures, très important, signatures de vos clients, tout le temps, partout, tout le temps. Et c'est en contractualisant, heureusement que ça existe, la loi française, en contractualisant, en faisant bien les choses dans l'ordre, dans les règles, que vous aurez potentiellement gain de cause, dans le sens où le gars, il t'a arnaqué, tu vas récupérer l'argent, tout simplement. Mais c'est pas comme ça que ça se passe en France, malheureusement, parce qu'il y a plein de contraintes, comme par exemple le fait que si le montant est pas assez élevé, le juge, il te dit tout simplement, on s'en occupe pas. C'est ce qui m'est arrivé. Ou sinon, si la signature est sur une facture, mais pas sur le devis, on s'en occupe pas, parce qu'il n'y a pas de facture sur le devis, le client n'a pas accepté le devis. Mais le client, il m'a payé en fait, il m'a signé 2 factures, le client. Ça veut bien dire qu'il était d'accord pour le devis. Et les gens, ils ont du mal, et moi le premier à l'époque, à faire la différence entre un devis et une facture. Devis, c'est tout simplement, qu'est-ce que tu vas apporter à ton client? C'est-à-dire, le client, il a un besoin. Toi, tu vas créer un site internet avec tous les objectifs, un portail administrateur, un login, des vidéos en streaming dessus, un blog, tout ce que tu veux. Et une fois que tu as tous ces éléments-là, là, tu réalises ce qu'on appelle le devis. Et le devis, c'est tout simplement qu'est-ce que tu dois faire pour ton client. Au moment où le client, il signe ton devis, je crois qu'il y a un délai de rétractation, c'est écrit tout en bas de tout devis, il y a un délai de rétractation, mais au moment où ce délai est passé, le client doit honorer sa participation dans le sens où il a signé. Et la facture, c'est tout simplement quand tu as réalisé la tâche demandée ou le projet, que là, typiquement, tu vas facturer ton client et tu vas récupérer les sous. Et ça, beaucoup de gens ont du mal avec ça, et même des gars dans mon programme qui ont déjà bossé à droite et à gauche, même en tant qu'entrepreneur, ils ne savent pas spécialement la différence. Donc les gars, très important, devis avant tout, facture quand le travail est fini. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a quelque chose aussi. Quand la facture n'est pas réglée dans les temps, tu peux demander une compensation. Plus ça tarde dans le temps, plus tu auras une pénalité de retard. Je sais plus c'est combien de pourcents, 2% je crois. Au bout d'un moment, le gars, il peut s'inquiéter, quoi. Malheureusement ou heureusement, si vous avez les moyens, les amis, faites vos factures et vos devis. Mettez à la fin un texte de loi qui décrit bien toutes vos conditions, quel paiement, combien de temps. Conditions générales de vente. Conditions générales de vente, exactement. Et très important, le petit texte de loi aussi qui décrit tout. La pénalité s'il n'y a pas de paiement, de lois qui font référence à l'univers du dev. Il y a tout le côté propriété intellectuelle aussi, où je me suis fait avoir aussi une fois. Propriété intellectuelle, le code t'appartient à jamais si tu as créé le code. En revanche, si tu conclus avec ton client que le code, au bout d'un moment, tu n'y touches plus du tout et tu t'en occupes pas, à voir avec lui si tu veux que le code soit à lui ou à toi. Et très important, encore une fois, les lois doivent figurer sur la facture. Parce que quand le client, il signe une facture où il n'y a aucune loi dessus, il peut dire « Ah moi j'étais pas au courant que cette loi-là existait, donc j'ai signé un peu au pif, au hasard. » Il y a un site qui est pas mal pour les factures, qui est gratuit, facture.net, moi j'utilise. Vraiment, c'est l'un des plus simples que j'ai trouvé. Vous faites plus pour ajouter un client, plus pour créer un devis, ça vous génère un PDF clair avec toutes les informations et vous pouvez être précis, mettre justement quand il y a un acompte, l'IBAN, etc. Ils ont même rajouté une option qui permet de créer un lien Stripe pour que les gens payent votre facture directement depuis le devis. Tous ces petits outils, c'est vachement sympa parce que justement, ça vous permet de générer des documents bien professionnels. Ça vous génère même un tableau de bord avec ce qui a été payé, pas payé, etc. Donc c'est cool. Je pense que t'es sur Malte. Sur Malte, aucune mission sur Malte. Ah. Les plateformes comme ça, on est un peu noyé parmi la masse, quoi. À part envoyer son profil à quelqu'un qui serait intéressé, qui passe par la plateforme, mais je trouve que pour quelqu'un qui débute, c'est mieux de commencer par prendre des missions freelance autour de lui et emmener les gens vers ces plateformes pour laisser un avis que d'utiliser cette plateforme comme seule source de démarrage, parce qu'il y a trop de monde. C'est saturé de fou. C'est ce que j'ai fait, typiquement. J'ai ramené un client à moi dessus, il m'a payé, et puis on a pu faire le reste du travail, voilà quoi, à l'amiable. Mon cousin, il est pareil. Mes deux cousins, je crois, même Francky, je crois qu'il a pas Malte. Il est pas du tout sur les plateformes.
plateforme parce que ils ont un profil très très avancé. C'est pas pour tout le monde ce genre de plateforme. Comme c'est pas pour tout le monde de faire du freelance. Il y a des gens, exact. Ils se disent j'ai envie de faire du freelance, mais quand ils vont se rendre compte de la réalité, en fait c'est pas du tout fait pour eux. Ils ont pas la mentalité pour justement aller eux-mêmes chercher les clients. Ça demande beaucoup d'énergie d'aller chercher des clients, d'en ramener, de devoir les contacter, échanger avec eux, faire des réunions. C'est pour ça qu'il y en a en CDI, ils ont juste à se mettre sur le projet de la boîte et c'est tranquille. Mais il y a les avantages et les inconvénients qu'on a des deux côtés. Le côté un peu plus liberté, mais de l'autre côté qui dit liberté dit tu peux être solo chez toi. Il y a plein de problématiques qui peuvent rentrer en compte et le freelance comme le CDI c'est pas fait pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut faire des recherches, faire des essais, des stages, etc. pour voir si ça nous correspond. Et du coup, moi je te parlais de Malte par rapport à l'outil qui est intégré dans Malte aussi pour faire les factures, les devis, etc. Trop bien. En un clic, tu peux faire un devis. Le client il signe de son côté. Après, tu as la facturation Malte pour tout ce qui est fiscalité. Te génère les documents administratifs, quoi. Donc c'est cool. Après, ce que j'aime moins avec Malte, c'est que ça coûte un bras. C'est très cher dans le sens où ils ont une commission de ton côté en tant que dev et une commission aussi pour le client. En gros, ils prennent 20 et quelques % sur la totalité du projet. C'est des collègues, elles le savent. Ouais. Moi, j'ai eu une expérience très, très traumatisante réellement. Dans le sens où le gars, il m'a fait des tours de passe-passe incroyables. Tu perds confiance. Tu perds confiance en toi. Tu vois qu'il y a des gens très malhonnêtes dans le monde. Moi, j'ai commencé, j'étais tout jeune comme toi. C'est traumatisant, quoi. T'as le côté argent en jeu. Comme tu dis, on a du mal à parler de ça. On a du mal à demander de l'argent. Même si c'est l'argent qui nous est dû. J'ose appeler ça des manipulateurs parce que c'est exactement les points d'une manipulation. Ce qu'ils font, typiquement, c'est te faire attendre, brouiller les chiffres, brouiller tes idées, quoi. Et du coup, moi, je suis tombé sur un gars comme ça. C'est le seul à m'avoir vraiment touché. Et le pire de tout ça, c'est que finalement, tu peux te dire, bon, je suis pas fait pour ça, en vrai. Je suis peut-être pas fait pour ça. Je pourrais peut-être être plus à l'aise en CDI ou totalement dans un autre métier parce que j'ai essayé en freelance, on m'a arnaqué, machin. Et évidemment, même si tu sais que tu as raison, c'est pas spécialement l'avis du juge, c'est pas spécialement l'avis du client, n'en parle pas. Et c'est pas spécialement de ton avis aussi, dans le sens où tu as tellement peur d'aller plus loin que ça te coûte encore plus de temps, ça te coûte encore plus d'argent et que ça te coûte ta santé mentale, quoi, tu vois. Parce que attendre tout ça, aller voir un avocat, ça coûte cher, il y aura plein de paperasse à régler, plein de dépenses à droite et à gauche. Du coup, ça te met une pression monumentale quand tu débutes et c'est en ça que j'ose dire que c'est traumatisant. Si quelqu'un, il a pas le mental d'acier pour faire du freelance, il est déjà cuit. Il est déjà cuit, malheureusement. Et donc, ma question, c'est la suivante. Toi, est-ce que ta pire expérience t'a donné ces ressentis-là dans le sens où peut-être que tu voulais abandonner, waouh, c'était tellement difficile il me faudra du temps limite pour faire confiance à un autre client pour que ça se passe bien. Quel a été ton ressenti par rapport à ça? Je me suis dit pourquoi j'ai pas anticipé plus de choses avant, pourquoi j'ai pas mis les choses au clair dès le départ. Et après post-projet, je dirais que je vais quand même prendre du temps avant de reprendre un projet similaire parce que maintenant je sais les erreurs qu'il faut pas faire. Peut-être que je vais me prendre encore à l'avenir d'autres clients qui vont me poser des problèmes. Je sais que ce sera plus sur ce genre de problème parce que c'est tellement traumatisant dans le sens où tu perds tellement de temps, d'énergie et financièrement aussi, ça crée des gros trous dans la caisse d'avoir tous ces délais. Forcément, à l'avenir, je vais peut-être, au début, je demandais 10% d'acompte. Là, sur ce projet 30, je vais peut-être en demander 50 ou 60. Tu vois, il y a peut-être des choix qui vont se faire. Il y a même des gens qui demandent 100% du prix avant réalisation. Donc après, c'est au niveau légal et au niveau de à quel point les gens sont prêts à faire cet effort parce que tu leur inspires confiance. Ok, mais en tout cas, au niveau confiance en toi, est-ce que toi-même, tu as eu un petit down concernant ta confiance ou pas du tout? Non, parce que moi, je suis content de ce que j'ai réalisé. Et à partir du moment où je suis content, c'est juste une histoire de paiement et il va bien finir par payer ou voilà. Quand t'as clôturé la page, moi, j'essaie de passer à autre chose. En tout cas, ce qui est bien, comme j'ai pu comprendre, c'est que toi, t'as bien fait ce qu'il fallait. Tu vois, t'as fait le devis, t'as été faire signer le devis. Et moi, ce gars-là, il m'a tellement vendu du rêve, il m'a tellement vendu des gros montants. Ça aussi, je crois que je l'ai pas dit, qu'ils te vendent des gros montants. Tu sais, les gros montants, ça aligne tout le monde. Hein. Moi, j'ai eu ça à l'époque sur les projets un peu dans la crypto-monnaie, tous ces projets qui essaient de démarrer, qui prenaient des devs en leur mettant devant l'œil le petit billet. Ah, regarde, viens, on va faire un projet. Allez, là, t'es avec nous. Ok, je le mets là, je le mets ici, le billet. Tu codes, on regarde si ça marche et après, tu peux le prendre. Ça, c'est vraiment ça. Ouais. En tout cas, ça, c'est un gros red flag que j'ai pas spécialement mentionné. C'est quand ça te sort des chiffres démesurés ou même si toi, tu essaies de valoriser ton travail, de chiffrer ton travail et tu te dis, bon, ça peut coûter, je sais pas, 15 000 euros, 16 000 euros. Quand
même un gros projet. Et vu que le gars, il t'a vendu du rêve en disant, ouais, moi, ma femme, elle touche 10 000, moi, je touche 10 000, tu te dis, bon, peut-être, pourquoi pas passer ton TJM de 400 à 450, tu vois, pourquoi pas? Oui, c'est pas à faire à la tête du client, c'est adapté justement au profil. Par exemple, une personne justement qui va avoir vraiment l'énergie de faire le projet mais qui aura un peu moins de moyens, on peut toujours ajuster un petit peu à la baisse le barème. Et quelqu'un justement, on sait que ce projet qu'on va faire va lui apporter une grande valeur ajoutée parce que il a déjà une grande valeur ajoutée. Si c'est pas démesuré, ça fait totalement sens. Toi, tu chiffres un gros prix et le gars, il a l'air d'accord. Ou sinon, quand tu lui demandes son budget, là, c'est limite illimité, genre c'est Bill Gates. Moi, le plus gros budget, pour être très transparent, c'était de 30 000 euros, un peu plus de 30 000. Je dis waouh, le truc de malade. Je visualisais, je dis putain, je vais faire ça en 2 semaines, ça sera réglé, tu vois. Ça fait combien de kebabs tout ça? Je vais faire ça en 2 semaines, le truc sera bien avancé, limite je peux même payer des devs pour faire à ma place, tu sais. Du coup, waouh, la vente de rêve quoi. Grosse vente de rêve. Si en plus t'as mobilisé des frais, alors là finalement, j'ai eu parce qu'on n'a pas commencé le projet en fait, parce que le gars il parlait tout simplement. Peut-être illégal de ma part, mais j'enregistre tout depuis que je me suis fait BZ. C'est pour te protéger. C'est vrai que du coup la loi est pas super bien faite là-dessus parce que bon maintenant t'as tous les moyens de trifouiller les vidéos, machin. Il y a aucun moyen de savoir si même moi je suis réel. Peut-être que Graven il est en train de faire une vidéo à côté et tu sais pas. On peut très bien trafiquer les vidéos et du coup les vraies preuves on n'en aurait peut-être pas forcément. Faut faire quand même gaffe à ce genre de profil. Oui. Pour revenir à mon histoire, j'ai absolument touché rien du tout. J'ai été avec lui pour élaborer son cahier des charges, tu sais, comme je t'ai dit, avec la mind map. Il était très cool, très gentil, exactement comme tous les autres. Du coup, je l'ai aidé. Je l'ai bien aidé à créer son cahier des charges, à l'aiguiller sur quelle techno utiliser, etc. Est-ce que tu es rémunéré? Est-ce qu'on fait un acompte avant? Déjà, l'acompte, c'est à toi de l'imposer, ça c'est sûr. Ouais. À partir de là, moi je pense 30-40% d'acompte, ça me semble tout à fait legit pour le travail qu'on fait en freelance. Pour une boîte, c'est un peu différent parce que il y a une structure juridique, donc c'est un peu plus safe entre guillemets que quelqu'un qui fait ça solo dans son coin. Il y a un projet où j'ai commencé à travailler avec eux. J'aurais demandé 50%. Ils m'ont payé 1 200 euros. C'est un projet à 2004, logique. Et du coup, en fait, ils ont jamais continué le projet. Moi, j'ai même pas commencé une ligne de code, mais le fait que je me sois mis dans le projet avec eux, je leur ai demandé un compte d'office. C'est même pas une arnaque, c'est tant pis pour eux. Si j'ai commencé à mobiliser du temps, de l'énergie pour commencer à coder, à réfléchir, à faire de la R&D et qu'eux, ils veulent pas continuer le projet, c'est pas mon problème. La règle que j'ai appris au fil du temps, c'est que une fois que c'est payé, c'est mort. C'est mort pour eux, pour le coup, tu vois. Une fois que t'as payé une entreprise, s'il y a pas une politique de remboursement derrière, t'auras pas ta thune. Tu pourras pas récupérer. Mais je pense qu'ils se sont dit, bon, tant pis, hein. On a essayé. Moi aussi, j'ai eu affaire à ce type de gars. Dès que le projet est lancé, ça commence à distribuer un petit peu les billes à droite et à gauche avec plein de développeurs différents. Souvent, j'ai eu des cas aussi où il y avait une mauvaise entente entre les développeurs dans le projet. Du coup, le projet cesse et toi, t'as commencé le projet, t'as été rémunéré, tu vois. Donc, tant pis. Ça permet de revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la mentalité des devs un peu plus avancés et tout, qui ont difficilement du mal à changer avec les autres et tout. Et voilà, moi, je suis le seul dev dans la boîte et je fais mes trucs. Et si un autre dev, il saura pas faire comme je fais et tout, il y a pas mal de tensions au sein même de la communauté dev, juste pour ces questions d'ego, parce que c'est juste de l'ego là-dessus. On n'a pas trop été dans le sujet. Après, moi, du coup, de mon côté, je vais expliquer mon histoire. C'est plus grave que la tienne, entre guillemets, dans le sens où il s'est passé plein de trucs. Comme je te dis, j'ai perdu confiance en moi, je voulais arrêter, tu vois. Donc, c'est un peu plus... J'avais ma chaîne à côté qui permettait de me rassurer, de me dire, écoute, c'est pas grave que ce projet, et voilà, tu peux toujours faire des vidéos à côté. Mais quand vraiment c'est ton premier projet ou ton seul projet ou ton projet du moment et que tu donnes toute ton énergie là-dessus, forcément, ça te déconstruit de t'avoir fait rêver autant. À côté que tu fais plusieurs boulots, plusieurs activités, ça t'impacte moins. Quand t'as ce besoin d'argent dans le sens où t'as que ça, t'as que ton activité qui survit et que tu as un gars qui te l'a fait à l'envers comme ça, c'est vrai que c'est très difficile de bien s'en sortir. Une dernière question peut-être, l'histoire où le graphiste a pris la caisse. Ça peut être intéressant. Si tu veux, rapidos, raconter un petit peu. Du coup, on était 3 dans le projet. Moi, je savais comment ça se passait avec les projets crypto, qu'il fallait pas se mettre ça en image parce que vis-à-vis de ma chaîne YouTube, forcément, crypto et dev et tout, ça fait pas bonne image. Je me suis dit, je vais me mettre dans le projet, mais en tant que dev et pas en tant que owner, parce que justement, c'est un peu comme toi avec l'associé. Vous êtes 2 co-créateurs du projet. Là, je me dis non, je suis juste
juste votre dev, j'ai rien à voir avec vous, en gros. Donc on a fait ce truc. Chacun avait vraiment ses missions. Il y en avait un qui avait une mission marketing, l'autre mission design, et moi j'étais là pour faire le côté dev. Au moment de lancer ce projet, on a vu la caisse disparaître. Il est passé de 4 000 € à 0. Et du coup, forcément, si on va contacter en premier quand derrière il y a des sous qui sont venus, forcément c'est le dev. Il y a que le dev qui peut sortir des sous, un wallet ou un truc comme ça. Et en fait, non, c'est juste qu'il avait donné l'autre owner l'accès au wallet, c'était des trucs de crypto, au graphiste. Donc le graphiste avait accès, il s'est juste fait des virements sur un autre compte. Et voilà, tranquille, hein. Moi, j'ai dû me justifier comme quoi je pouvais pas faire ça et que j'avais pas l'accès parce que réellement, j'avais pas l'accès. Je pouvais changer le code du site et tout, mais j'avais pas l'accès à owner dessus. Je me l'étais retiré exprès pour éviter ce genre de problème. Il s'est engueulé avec le mec et tout. C'est parti assez loin en fait. Quand même un joli petit montant. 4 000 €, c'est pas grand chose pour ce genre de projet. Mais moi derrière, on devait me payer aussi. Heureusement que j'ai demandé un acompte avant. Encore une fois, j'avais demandé 2 ou 3 000, un truc comme ça. J'ai reçu 1 500. J'ai reçu plus tard les autres 1 500, mais c'était par rapport à d'autres ventes qui sont passées, quoi. Donc faut faire gaffe à souvent on va vous proposer soit un pourcentage du projet, soit un montant fixe. Prenez le montant fixe si vous ne connaissez pas la personne. Moi, je préfère ne pas faire confiance au projet, mais faire confiance à mon travail. Pas dépendre de si le projet marche, alors j'aurai une plus grosse somme. Parce que même si la somme elle pouvait être 10 fois supérieure, c'est un risque que tu prends de rien avoir finalement. Ça, c'est un peu la trappe aussi à débutants, c'est les projets où tu auras un pourcentage de la boîte. Ouais. Surtout pour les débutants, on rentrait pas là-dedans. Si t'as demandé un petit truc, genre je sais pas, si vous êtes débutant et il y a quelqu'un dans votre famille, tiens, je sais pas, une épicerie et vous voulez lui faire un petit site ou un truc pour gérer les commandes, vous lui facturez un petit billet ou même rien, hein, mais histoire de rajouter ça dans votre CV, mais ne commencez pas à demander un pourcentage du truc si vous connaissez pas la personne, parce que en fait ça crée une relation toxique où tu vas dépendre de tout ce que le projet a fait et a pris comme décision pour être payé. Toi, tu dis que c'est souvent le développeur qui va en parler de ça avec le client, ou c'est le client qui appâte le développeur en disant ouais t'auras un pourcentage? C'est souvent le client. Ah oui, c'est souvent le client. Moi, j'ai jamais dit ouais je vais avoir tant de % de ta boîte. Moi, je veux l'argent, tu vois. Je vais te raconter rapidos une petite histoire, petite anecdote. J'ai quelqu'un qui m'a contacté une fois pour un gros projet, et ce quelqu'un-là passe à la télé. C'est quelqu'un de vraiment intéressant dans l'univers startup en France. Il passe à la télé, il a levé déjà des millions pour d'autres applications, etc. Et du coup, j'ai eu cette personne, je vais pas donner de nom du tout. J'ai signé un contrat, mais le contrat stipulé, j'ai été investi en temps. Je ne gagnais absolument rien. Cependant, j'aurais récupéré ma thune 2 ans plus tard à la revalorisation de la boîte. Elle valait 4 millions quand elle m'a contacté. Si la boîte vaut 4 millions aujourd'hui et que dans 2 ans, la boîte vaut 8 millions, si j'ai travaillé une journée à 400 €, j'ai 800 €, tu vois, parce que ça a doublé de valorisation. Ça aurait été intéressant, tu vois. Et en plus, cette personne-là, mais waouh, comment elle m'a pitché le truc incroyable. Ouais, Billy, on a ça, on a une équipe, machin. Elle m'a pitché de fou le truc. Je la faisais 100% confiance à cette personne. Mais malheureusement, à côté, j'ai eu des vraies missions pour le coup qui me payaient, mais j'avais quand même signé le contrat chez eux. Ce qui m'a fait arrêter le projet, c'est ça, c'est que j'aimais pas spécialement le projet. L'équipe était très chiante. En fait, c'est simple. Toute l'équipe était composée de gars comme moi, qui étaient là en contrat du style, tu auras quelque chose dans 2 ans si ça marche. Et du coup, je me suis aperçu de la supercherie, même si je peux pas dire que c'est une supercherie, mais en tout cas, c'est une petite carotte qu'on peut te mettre. On a fait un peu le tour. C'était très sympa. Comme je te l'ai dit au départ, c'est ma première fois concrètement. Les seules fois où j'ai fait, c'était avec mon associé, mon cher associé, qu'on salue, mais c'était à l'arrache, quoi. Nous, on n'a aucune relation commerciale ou financière, donc on peut vraiment parler librement. Il n'y a pas ce poids contractuel qu'on a au-dessus de notre tête. Exactement. Et ça, tout le monde n'est pas fait peut-être pour supporter ça, quoi. C'est un peu comme un couple, comme j'aime dire à chaque fois. Si toi, tu es très bien, tu donnes tout et que tu essaies de tout faire pour que ça marche, l'autre, s'il te dit non, moi je veux pas faire ça comme ça, c'est l'autre qui aura raison. Parce que la relation va s'arrêter tout simplement. Si la personne en question est pas d'accord. C'est par là que je dis que c'est comme un couple. Mais en tout cas, relation client et développeur, c'est un sujet. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est une sorte de mission d'infiltration dans une agence, que j'ai pas travaillé encore dans une agence, voir comment ils font pour gérer les gros clients. Surtout une agence, elles ont des clients de 100 000 balles, 200 000 balles, voire plus. Je sais pas comment ils font. Ça doit être l'horreur, l'enfer pour tout gérer, pour payer les devs, pour manager l'équipe, les équipes.
Ça doit être très très contraignant et à la base quand j'ai commencé le dev, je voulais faire ça, tu vois, une agence, mais je me suis dit en fait que waouh, ça doit être galère. T'éloignes de la technique pour entrer sur des trucs vraiment financiers, Ouais, exact. RH, etc. quoi. Ça demande trop de ressources, trop de moyens, trop de ce que j'ai pas, quoi, tout simplement. Et je pense que c'est une très mauvaise idée si tu te lances dans le dev que directement d'aller faire une agence alors que tu peux choper des missions freelance qui te payent beaucoup plus que si tu te lances dans l'agence sur quelques années, peut-être que t'es même pas rentable alors qu'en freelance, bah, tu dépenses ton temps. Et c'est tout. On a fini, je pense. Ou je sais pas. Quel serait ton dernier mot, Raven? N'attendez pas qu'on vous forme pour vous former. Beaucoup de gens sur les réseaux, notamment sur TikTok, qui perdent trop de temps justement à consommer le contenu et à se poser la question en mode quelle formation il faut faire et tout. Alors qu'il n'y a pas besoin d'une formation pour se former. La formation, elle va vous apporter surtout la méthodologie, faire ça dans un certain cadre. Mais vous pouvez aujourd'hui apprendre tout quasiment gratuitement sur Internet. Pas forcément avec mes vidéos, mais avec du contenu, de la doc, des formats, des quiz. Il y a énormément aujourd'hui d'apprendre gratuitement depuis chez soi. C'est juste une question de motivation personnelle et du temps que vous êtes prêt à investir. Quelqu'un qui passe 30 minutes par jour pour apprendre petit à petit un langage, il va pouvoir le faire à son rythme et il n'aura pas l'impression d'avoir été formé. Il va vraiment faire ça sur son temps libre. C'est aussi très valorisant pour quelqu'un d'apprendre tout seul quelque chose. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que le gars, il a fait une formation Open Classroom et là, il se relance dans une formation au clock parce que il en a déduit qu'il n'a pas les compétences pour aller postuler. Je me dis, mais mon gars, l'erreur que tu fais, va postuler. T'as quoi à perdre? Ah oui, un sujet là-dessus, justement. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont mettre qui cherchent des seniors. Moi, par exemple, quand j'étais en bac+1, j'ai postulé pour un truc de bac+4 et j'ai été pris. Donc, ils vont plus chercher un profil qui respecte les valeurs de la boîte et qui soit en adéquation avec la méthodologie de travail que juste quelqu'un qui a fait 10 années d'études dans tel truc. Les études, c'est bien, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. On cherche des gens qui sont opérationnels parce que il faut y aller, quoi. Il faut être motivé et rentrer dans le truc et être passionné plus que être là juste pour, voilà, c'est bon, j'ai mon job. C'est un peu ce que je lui ai dit au gars, que la formation c'est cool, c'est super, tu vas apprendre plein de choses, mais si ton objectif c'est de travailler, bah va travailler. Et même si tu postules et que tu te fais recaler, le fait d'avoir postulé, le fait d'avoir passé des tests oraux et les tests de dev quoi classiques, ça va te permettre de découvrir un petit peu comment ça fonctionne le processus de recrutement, parce que ça c'est immensément large et tu peux vite te décourager, même en ayant fait bac+5, master, tout ça, de te dire putain là j'ai fait 5 ans d'études, j'atterris dans un milieu où c'est encore la galère, il faut passer limite des concours pour pouvoir rentrer dans des entreprises. Ça peut rébuter plein de gens, tu vois. C'est mon discours de toujours. C'est vrai qu'il faut avoir une base, de connaissances, mais c'est pas toutes les entreprises, comme tu dis si bien, qui cherchent des seniors. Et même s'ils le disent dans la fiche de poste, oui, on cherche un gars JS, PHP, MySQL, tu as toutes les technos décrits. Je vais te donner 2 anecdotes par rapport à ça, si je peux me permettre. Il y avait une proposition de job pour une techno. Il demandait d'avoir 8 ans d'expérience dans cette techno, mais la techno elle est sortie il y a 4 ans. Ah ouais. Ouais, nous cherchons un développeur dans tel langage. Le langage est sorti il y a 4 ans. On demande d'avoir 8 ans d'expérience là-dedans. Ça, c'est le premier truc drôle. Et le deuxième truc drôle, une fois, je regarde une fiche de poste et il cherchait quelqu'un qui maîtrise Graven et Maven. Pas Gradle et Maven, Graven et Maven. Ouais, ils ont confondu, là. Sachez, je suis un moteur de production pour faire des applis mobiles ou du Java. N'hésitez pas à me contacter pour justement ce genre de fiche. Bah, il peut être construit de manière des fois bizarre et je me demande même s'il n'y a pas des fiches de poste maintenant qui sont faites avec ChatGPT tellement. Ouais, oui. Puis c'est du copier-coller sur ce qui a déjà été fait auparavant, quoi. Rien ne vaut un bon entretien technique ou un entretien avec l'équipe parce que ça vous permet de vraiment voir les personnes, vous familiariser avec l'entreprise, avec ses valeurs, échanger avec les autres devs. Ça a plus de valeur que lire juste une fiche de poste et on verra. Exact. En tout cas, pour clôturer ce débat, moi ce que j'ai dit au mec de ce matin, 3 mois de mission en CDI vaut 5 ans de formation en CDI ou en mission freelance, tu vois. Moi, quand j'ai fait de l'alternance, j'ai beaucoup plus appris en entreprise qu'en cours. Justement. Parce que l'entreprise, t'es sur le terrain et t'es obligé d'apporter une vraie démarche professionnelle et d'apprendre des méthodologies de tech professionnel, alors qu'en cours, tu vas rester sur l'apprentissage, la méthodo, mais on reste un peu plus en surface ou dans le théorique. Et puis ce que tu apprends en cours, tu peux très bien l'apprendre chez toi. Hein. Donc c'est vraiment le milieu professionnel et faire des projets qui fait qu'on passe à l'étape au-dessus. D'où le fait que la pratique vaut 1000 fois la formation. Et même si tu ne sais pas spécialement dès le départ, bah, tu apprends sur le tas. Tous les métiers sont appris sur le tas quand tu regardes bien, tu vois. Tu peux faire des diplômes comme tu veux. Le président. Exactement. Bah alors là...
L'exemple ultime, c'est ça, c'est président, c'est le métier le plus haut gradé d'un pays, et le gars, il arrive là en mode stagiaire, il connaît rien du tout dans la présidentielle. C'est ça, t'apprends pas à être président. Bah finalement, pourquoi pas dans le dev, quoi, dans un truc beaucoup plus simple. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est sur ces belles paroles qu'on peut, je pense, on a fait le tour.